Moi, je suis en fait un bon à rien pour dire les choses simplement. Et j'ai eu une seule qualité qui m'a sauvé la vie, je crois, c'est la lucidité. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de me supprimer pour moi simplement à 14 ans, j'ai regardé pourquoi j'étais si mal, si malheureux. Et c'est ça qui m'a permis petit à petit de tirer sur la ficelle et de remonter la pente en regardant en fait tout simplement ce qui n'allait pas chez moi. Plutôt que d'accuser les autres, évidemment, ce qui est quand même le réflexe peut-être normal ou naturel de l'ego. Et je pense que j'avais cet avantage-là. Et en fait, ça m'a permis de petit à petit d'apprendre, de comprendre, de me remettre en question. Et voilà, ça m'a vraiment sauvé la vie. Et puis à l'âge de 21 ans, donc ça fait exactement 40 ans pour moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a parlé de l'ego, que je ne connaissais pas, je ne savais même pas que ça existait. À l'époque, j'étais étudiant en lettres et en philosophie. Et en philosophie, on ne parle pas de l'ego, on parle du moi. En général, c'est le moi de Sigmund Freud et la psychanalyse, mais on ne parle pas vraiment de l'ego, qui est plutôt un concept, entre guillemets, disons, spirituel. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ça, mais encore une fois, pas de façon théorique, en regardant mon ego, c'est-à-dire comment l'ego agissait à l'intérieur de moi, parlait à ma place, décidait pour moi, et me faisait agir et réagir d'une certaine façon, que des fois je me disais, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Et je continuais à me poser des questions parce que ça me paraissait étrange de ne pas être vraiment moi-même, de ne pas être vraiment libre, de ne pas être vraiment qui je voulais être, mais d'être en quelque sorte agi par quelque chose qui était plus ou moins à l'intérieur de moi. Donc, entre le regard des autres, entre le retour de ce mentor, parce que ça a été un mentor pour moi, et puis après les discussions, les réflexions, les observations, les lectures aussi, petit à petit, j'ai essayé de comprendre ce que c'était que l'ego. C'est cette espèce de chose étrange dont on ne sait pas très bien si c'est un ami, un ennemi, un faux ami et tout ça. Et évidemment, moi, je me suis fait petit à petit une idée, mais encore une fois, vous vous ferez la vôtre. Ce que je vais dire, c'est pas la vérité, c'est juste mon expérience et mon regard. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça fait quand même 40 ans que je réfléchis à la question, que je lis, que j'interroge, que j'expérimente, que je me regarde. Et je vous rassure tout de suite, j'ai encore de l'ego, j'ai encore un ego. Malheureusement ou heureusement, mais en tout cas, c'est comme ça. Et j'ai compris d'ailleurs que le but, c'est pas forcément de le supprimer, c'est plutôt de le neutraliser, c'est-à-dire de l'empêcher de nuire à moi-même, évidemment, et puis à travers moi, à tous les gens qui sont proches autour de moi, que ce soit la famille, les amis, les gens que je forme ou des choses comme ça. Voilà, donc l'objectif de cette mini-conférence, que je vais essayer de faire plus courte que la dernière, pour vous laisser plus de place pour poser des questions, parce que je crois que c'est un sujet inépuisable qui pose des questions passionnantes, mais parfois sans réponse. Mais quand même, je pense que c'est bien de pouvoir peut-être partager nos avis, nos représentations de l'ego. Moi, je vais vous proposer simplement ce que je crois avoir compris de cette histoire-là. Ok? Voilà, sans aucune prétention par rapport à ça. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, c'est pas grave, c'est très bien. Peut-être que vous allez m'apprendre des choses, peut-être que nous allons tous nous apprendre des choses les uns par rapport aux autres. Voilà. Alors, le menu des réjouissances, il est très simple en fait. Donc, la première chose, c'est que évidemment, on va essayer de définir ce que c'est que l'ego, parce que c'est quand même un grand mystère, cette chose, entre guillemets, ou cet être, ou cette personne, ou cette personnalité qui est en nous, mais qui n'est pas nous. Alors, ça pose quand même beaucoup de questions. Et encore une fois, je ne suis pas sûr d'avoir toutes les réponses à toutes ces questions, mais en tout cas, j'ai des éléments de réponse et je crois que ça pourrait contribuer à faire évoluer votre réflexion. Donc, à partir de ça, évidemment, ça va être plus facile de répondre à la question du livre que j'ai écrit. Est-ce que l'ego est un ami ou un ennemi? Tout simplement. À partir de ça, bien sûr, moi je pense que c'est plutôt un ennemi qu'un ami, ou plutôt un faux ami. Et bien évidemment, la question qui se pose pour tous les gens qui ont réfléchi sur ça, c'est comment faire pour s'en libérer, entre guillemets, ou si vous préférez, comment le neutraliser, comment faire en sorte qu'il ne soit pas aussi destructeur qu'il peut l'être, parce que honnêtement, il peut être très destructeur. Et puis, bien sûr, la dernière question, c'est comment faire. Parce que pourquoi c'est bien, mais voir l'intérêt de la manœuvre, mais la vraie question, c'est comment on fait. Comment on fait pour l'identifier, comment on fait pour le neutraliser. Donc voilà, là encore, je vous proposerai plutôt des pistes, des clés, mais je ne suis pas sûr que toutes les pistes conviennent à tout le monde, ni que toutes les clés ouvrent toutes les portes. Et encore une fois, si vous avez des idées, des suggestions, moi je continue de toute façon à apprendre, et je crois que voilà, il faut rester dans cette énergie-là. Alors, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est que l'ego? Donc, l'idée c'est que, en fait, l'ego c'est quelque chose de très particulier, excusez-moi.
L'ego, c'est d'abord, on va dire ce que l'ego n'est pas. Alors là, je vois que le slide sort un peu à l'envers, c'est pas grave. Je vais tout afficher, puis je vais, au fur et à mesure, je vais commenter. Comme ça, ça sera. Hop, je vais trop vite, excusez-moi. Voilà. Donc l'idée, c'est, ça n'est pas. L'idée, c'est que l'ego, en fait, c'est quelque chose qui ressemble à moi, mais qui n'est pas moi. Ou, si vous voulez dire les choses autrement, c'est ce que certains appellent un faux moi, par rapport au vrai moi qui serait le soi. J'espère que là, je ne vous ai pas perdu. En tout cas, l'idée, c'est que l'ego, ça n'est pas le moi de la psychanalyse de Freud. C'est pas juste une instance comme ça de conscience et de contrôle. C'est beaucoup plus subtil que ça. Ça n'est pas le soi dont parle Jung, c'est-à-dire notre vraie voix intérieure qui parle de nos vrais besoins et de nos vrais désirs et de notre véritable personnalité ou de notre vraie personne. Ça n'est pas non plus la conscience de soi. C'est-à-dire, c'est pas parce que je me regarde, que je réfléchis, que je m'analyse, que c'est dans l'ego. C'est pas ça l'ego non plus. Et contrairement à ce que croient aussi ou disent certains, l'ego c'est pas non plus nos émotions. En fait, tous les éléments que vous voyez en ce moment sur le slide, ce sont des arguments que j'ai entendus ou lus dans des livres ou dans des conférences. Et il y a des gens qui pensent que l'ego c'est les émotions. Et que les émotions, en gros, 99% des émotions sont produites par l'ego. Et moi, je crois que ça, c'est une erreur, en fait. Même si, évidemment, il y a un lien, ou il peut y avoir un lien entre les émotions, notamment les émotions négatives, mais on ne peut pas réduire l'ego aux émotions. Ça, c'est pas possible. Tout simplement parce que, excusez-moi, décidément, parce que l'ego a quelque chose de surnaturel ou d'artificiel, alors que l'émotion, par définition, est naturelle. Et elle a aussi une utilité, un sens et une signification qu'il faut peut-être entendre. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que l'ego est complètement inutile non plus. Il y a des gens également qui pensent que l'ego c'est le corps. Par exemple, si vous analysez certaines religions, je ne vais pas dénoncer celle à laquelle je pense, mais probablement vous allez comprendre à qui ou à laquelle je fais allusion. Il y a une religion par exemple qui a tendance à diaboliser le corps en disant en gros le corps, ce qui va avec l'instinct, qui va avec le sexe, c'est quelque chose de mal et de sale et de destructeur et qu'il faut absolument cacher, limiter, contrarier, neutraliser, voire supprimer en fait nos instincts, nos pulsions et tout ça. Eh bien, moi je pense, à tort ou à raison, que nos pulsions, nos instincts, nos réactions en fait corporelles ne sont pas assimilables à l'ego. Voilà. Ensuite, il y a des gens qui pensent que l'ego c'est l'ombre. Et l'ombre, vous savez ce que c'est, ou peut-être vous ne savez pas d'ailleurs, c'est un concept de Jung. C'est l'idée en fait que on va rejeter dans notre inconscient des parties de nous qu'on ne veut pas reconnaître, qu'on ne veut pas montrer, qui ne sont pas dans la lumière et qui sont donc en quelque sorte chassées, mises de côté dans cette espèce de cave que certains appellent l'inconscient. Voilà. Donc l'ego et l'ombre ne sont pas identiques non plus, même il peut y avoir des liens évidemment. Et enfin, bien sûr, ce qui est très important, c'est qu'on ne peut pas assimiler l'ego ni à l'identité. L'ego, c'est pas ce que vous êtes. Ça n'est pas non plus, contrairement à ce que j'ai cru pendant longtemps, la personnalité. Et si je peux vous expliquer pourquoi je pense ça, je vous l'expliquerai, si ça vous intéresse. Et ça n'est pas non plus la personne en tant que telle, évidemment. Surtout pas, j'ai envie de dire. Donc, il y a évidemment un rapport entre la personnalité et l'ego. Et le rapport, en fait, c'est que, on va le voir tout à l'heure, c'est que l'ego, c'est quelque chose qui est une réaction. Et quelque part, vous le savez très bien, notre personnalité est une construction. C'est-à-dire qu'un bébé n'a pas de personnalité, pas vraiment. Il a, il a un style, il a des besoins, il a des désirs, il a des réactions, mais c'est pas encore, j'ai envie de dire, structuré, c'est pas encore cristallisé. La personnalité, bien sûr, est plus ou moins, décidément, est plus ou moins en lien avec l'ego, mais ça n'est pas la même chose. Donc on ne peut pas réduire l'ego à toutes ces choses, à toutes ces instances, à tous ces éléments que vous voyez devant vous. Alors, une fois qu'on a dit ça, bien entendu, la question c'est qu'est-ce que c'est vraiment positivement que l'ego? Et moi je crois que l'ego en fait c'est pas exactement l'ombre, mais c'est un petit peu quand même notre face obscure. En tout cas c'est notre partie un peu entre guillemets démoniaque ou diabolique. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est quand même quelque part un petit peu dangereux. Et on verra pourquoi. Vous allez comprendre très simplement pourquoi beaucoup de gens sont arrivés à cette conclusion-là. Je précise en fait que tout ce que vous allez entendre ou lire, c'est pas vraiment de moi. C'est-à-dire c'est pas des choses que j'ai inventées ou créées. J'ai juste en fait pris le temps de, comment dire, comme de récupérer les pièces d'un immense puzzle et d'essayer d'en faire quelque chose de cohérent.
Mais tout ce que je dis, vous pouvez le retrouver, notamment chez des auteurs, en général, des gens qui s'intéressent à ce qu'on appelle la spiritualité, c'est-à-dire des maîtres spirituels, certains qui sont aussi dans la religion, mais aussi des philosophes, mais aussi des théoriciens du New Age, par exemple. Voilà, je vous donnerai des noms si ça vous intéresse éventuellement. Donc, ce que j'aime bien en fait comme définition, même si elle est un petit peu caricaturale, mais elle a le mérite de fixer les choses, c'est de dire qu'en fait notre ego c'est notre Mr. Hyde. Vous savez que vous connaissez un Dr Jekyll et Mr. Hyde, cette espèce de binôme assez étrange qui en fait met en scène un médecin tout à fait adorable et positif qui de temps en temps, peut-être la nuit, peut-être à des moments particuliers, va se transformer et va laisser émerger une autre facette de son être. Et je crois que l'ego, c'est un peu quelque chose comme ça. C'est une autre facette, un petit peu négative quand même, voire même plus que ça. Donc, ça permet de fixer un petit peu les choses. Il y a des gens qui disent d'ailleurs que, d'une certaine façon, en vérité, l'ego, c'est une sorte de diable ou de diabolo ou de ce que vous voulez, intérieur évidemment, puisque c'est pas le diable avec le D majuscule des chrétiens, mais quand même, ça ressemble un peu à ça, puisque d'une certaine façon, on peut considérer, en tout cas moi j'ai entendu plusieurs comment dire, tenants du christianisme m'expliquer en fait que le diable avait été inventé effectivement au Moyen Âge, comme vous le savez certainement, pour, pour concrétiser pour concrétiser en fait cette figure de l'ego qui est quand même très mystérieuse, parce que l'ego, personne ne sait ce que c'est, personne ne l'a rencontré, ni où il se cache, etc. Donc le diable, c'est une figure concrète, c'est une forme en fait à cette énergie qui est un petit peu dangereuse et qui passe en nous, et qui passe à l'intérieur de nous, qui nous traverse en quelque sorte. Voilà, donc ça c'est intéressant. Donc là, pardon, j'en ai parlé, il y en a qui considèrent que non, d'autres qui considèrent que oui. Bon, là, à la limite, c'est un sujet un peu anecdotique, je vous laisserai choisir votre définition. Par contre, ce qui est certain, ce sur quoi la plupart des auteurs sont à peu près tous d'accord, c'est que l'ego est une réaction. Et c'est pour ça que l'ego est dangereux. C'est pas une action, c'est pas une vraie communication, c'est pas ce que j'ai envie de dire ou de montrer ou d'être. C'est une réaction et une réaction défensive. Donc vous imaginez bien que s'il s'agit d'une réaction et que le but c'est de défendre ou de cacher ou de protéger quelque chose, cette réaction, elle peut, et elle est souvent agressive. Parce que malheureusement, la meilleure des défenses, c'est souvent l'attaque. Et on verra à travers des cas que vous connaissez, notamment la paranoïa, par exemple, qui est la caricature de l'ego, où on a typiquement des gens agressifs parce qu'ils se sentent soi-disant agressés. Mais en vérité, l'agression est totalement imaginaire. Donc c'est une réaction défensive. Ce qui est intéressant, en fait, dans cette définition, entre guillemets, ou cet élément de définition, c'est tout simplement le fait que si c'est une réaction, nous ne sommes plus vraiment libres. Parce que si c'est une réaction, ça veut dire que c'est quelque chose qui est plus ou moins automatique et que j'ai pas vraiment le choix, j'ai pas vraiment le libre arbitre et que par conséquent, c'est pas vraiment moi qui décide de réagir comme ça. Et ça explique pourquoi parfois nous surprenons nous-mêmes, encore une fois, à parler, à agir, à décider des choses qui quelque part ne nous ressemblent pas complètement. Donc voilà, ça c'est un élément de réponse par rapport à ça. Donc il y a des gens qui considèrent qu'en fait, tout simplement, l'ego, c'est ce qu'on appelle le faux moi. En anglais, le faux self. C'est-à-dire, en fait, quelque chose qui se fait passer pour moi, mais qui n'est pas vraiment moi. Donc c'est un peu, si vous voulez, comme une étiquette, comme un estampillage, quelqu'un qui dit c'est moi, mais en vérité, c'est juste le discours, c'est juste l'étiquette. Mais c'est pas vraiment qui on est. C'est comme quelque chose d'un peu artificiel, encore une fois. Une autre façon de définir l'ego, ou en tout cas de donner un élément de réponse par rapport à ça, c'est de considérer, et il y a de plus en plus de gens qui pensent ça, et moi je le pense aussi, que l'ego c'est tout simplement un parasite. C'est comme si on avait chopé un parasite, on verra à quel âge, peut-être dans l'enfance, en tout cas pas à la naissance, mais en tout cas à partir de probablement 1, 2 ou 3 ans, c'est un parasite qui est en nous et qui va se développer et qui va, comme tous les parasites, avoir une action plutôt destructrice. Et en tout cas, une action qui consiste à prendre, à profiter de notre énergie, de notre espace-temps, qui va prendre de plus en plus de place et qui va en fait consommer cette énergie qui est la nôtre et quelque part qui va s'identifier à nous ou faire en sorte qu'on s'identifie à lui. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi comme définition parce que ça veut dire que même s'il ne faut pas la prendre au pied de la lettre, parce qu'un parasite quelque part c'est comme une maladie en fait, donc il faudrait se débarrasser et c'est pas aussi simple que ça, mais n'empêche que il y a un aspect de l'ego qui est maladif. Il y a aussi beaucoup d'auteurs et de spécialistes et de leaders spirituels qui considèrent tout simplement, notamment dans l'Inde, que l'ego est une coquille vide. C'est-à-dire c'est
c'est comme une... On dit c'est moi, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a rien du tout en fait. Il y a même des philosophes, notamment des philosophes anglo-saxons, qui ont vraiment réfléchi en profondeur là-dessus. Et puis il y a aussi Sartre aussi, d'une certaine façon, qui était arrivé à la même réflexion, qu'en fait l'ego c'est une coquille vide. C'est qu'est-ce qu'il y a dans... Qu'est-ce que c'est que ce moi? Qu'est-ce que c'est que ce moi-je? Et bien en fait on ne sait pas. Et on ne saura jamais puisqu'il n'y a pas de réponse. C'est juste en fait un label, c'est juste encore une fois une étiquette, quelque part peut-être un faux besoin. Et puis un autre élément de définition que je trouve très intéressant, et là on va se rapprocher en fait du cœur de l'ego, c'est l'attachement à notre image. C'est pas exactement notre image, parce qu'on a tous une image et on est obligé d'en avoir une. Et si on travaille, et vous travaillez comme moi, vous avez des clients, vous avez des gens pour qui vous travaillez, vous avez des collègues, vous avez une image à respecter et à faire respecter. Donc c'est pas le fait d'être, j'ai envie de dire, à l'écoute de son image ou de faire attention. Parce que sinon on ferait n'importe quoi sous prétexte de ne pas avoir d'ego. Non, c'est la façon dont on est attaché, ou j'ai même envie de dire, la façon dont on est accroché comme des malades justement à notre image. Et c'est à partir du moment où on s'accroche, bec et ongle, qu'on est prêt à faire à peu près tout et n'importe quoi pour cacher, pour protéger cette image, que l'ego se met en place et qu'il apparaît. Une autre approche, une autre facette de l'ego, c'est l'identification au rôle que nous jouons. Quand j'étais plus jeune, je pensais que l'ego, c'était les rôles que nous jouons. Ah, mais tu joues un rôle. Sous-entendu, t'es pas toi-même, t'es pas authentique, et t'es dans l'ego. Eh ben non. Non, parce que en ce moment, je suis en train de jouer un rôle. Que je le veuille ou non, je suis en train de jouer le rôle du conférencier. Et quand vous êtes en train de travailler, ben vous jouez le rôle que vos clients vous proposent de jouer. Et quand vous êtes en famille, quand vous allez retrouver vos enfants et votre conjoint, vous allez jouer le rôle du parent, de la mère ou du père, du conjoint, de l'ami, etc. Et c'est quoi le problème? C'est pas parce qu'on joue un rôle que ce rôle est accepté et conscient qu'on est dans l'ego. Non, c'est la façon dont on s'identifie à son rôle. C'est-à-dire qu'on est tellement identifié à son rôle qu'on ne voit plus, qu'on ne vit plus qu'à travers ça et qu'on ne veut plus en sortir. Et à ce moment-là, vous comprenez tout de suite que l'ego devient une prison. C'est pas le rôle en tant que tel, c'est le fait de rester enfermé à ça. Vous savez, c'est la caricature que nous avons tous vue, c'est dans des bandes dessinées ou dans des dessins humoristiques, on voit en fait un père de famille qui est en train comment dire, j'allais dire, de piloter, qui est en fait, donc c'est imaginer un repas de famille avec une grande table des enfants, et au bout de la table, vous avez le père qui est en train de dire, bon, Marcel, il parle à son fils, quel est ton objectif pour mercredi prochain? C'est-à-dire qu'il gère sa famille comme s'il était encore le patron de sa boîte. Et bien ça, c'est l'exemple de la caricature de l'ego, c'est quelqu'un qui est incapable de sortir de son rôle, qui est identifié à son rôle. Et c'est bien sûr ça qui est dangereux. Parce que les rôles ne sont pas, encore une fois, totalement inutiles. C'est la façon dont on les vit. Et puis, il y a beaucoup de gens, presque tous d'ailleurs, presque tous les gens qui font de la spiritualité, qui considèrent, et moi je le pense aussi, que l'ego, c'est aussi tout simplement le contraire de l'amour. Le contraire de l'amour, ça veut dire qu'on ne peut pas être en même temps dans l'ego et dans l'amour. C'est soit avec des pois, soit avec des haricots. Ou plus exactement, imaginez une espèce de balancier ou de balançoire. Et ben, plus vous êtes dans l'ego, moins vous êtes dans l'amour, et inversement. Plus vous êtes dans l'amour, moins vous avez d'ego. Donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut avoir un repère, on peut avoir un axe sur lequel on peut, j'ai envie de dire, évoluer, on peut se repérer, on peut évaluer son ego ou celui des autres. Même si, évidemment, c'est toujours plus facile d'identifier l'ego des autres, forcément. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ego? Je vais vous donner maintenant non pas des définitions, mais des images que j'ai récoltées pendant des années, que j'ai plus ou moins comparées, testées avec un certain succès. Je crois que la seule image qui correspond, pour moi en tout cas, à la définition la plus complète de tout ce qu'on a vu, c'est l'image de la chimère. Le problème, c'est que personne ne sait vraiment ce que c'est qu'une chimère. Donc je vais expliquer ce que c'est qu'une chimère. Une chimère, en fait, c'est un animal, c'est à la fois un monstre et un animal, comment dire, imaginaire. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ego? C'est un monstre imaginaire. Alors le côté monstrueux, c'est quoi? C'est le côté prédateur. Prédateur qui détruit, qui profite, qui parasite, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça, je l'ai développé, je pourrais revenir dessus après si ça vous intéresse. Mais c'est évidemment la première chose importante parce que ça va consommer de l'énergie, du temps, etc., etc. Donc, il y a des gens qui utilisent en fait l'image de la pieuvre parce que l'ego, on va le voir, c'est facile à vérifier, l'ego est tentaculaire. Ça veut dire que à partir d'un centre peut-être, on peut avoir des dizaines, voire peut-être pas des centaines, mais presque des dizaines de tentacules, c'est-à-dire de manifestations et on pourrait dire de conséquences de son action.
C'est pourquoi il y a dans la Grèce antique, je crois que la meilleure définition qu'on pouvait trouver de l'ego, c'est l'hydre. L'hydre de Lerne, si vous vous rappelez les travaux d'Hercule, Hercule devait tuer l'hydre de Lerne. Et l'hydre de Lerne, en fait, on sait ce que c'est. Lerne, c'était un marécage. Et en fait, il devait tout simplement assécher le marécage. Et évidemment, au début, il se contentait de brûler les têtes de l'hydre, c'est-à-dire d'assécher une partie du marécage, sans travailler sur la source. Donc évidemment, l'eau ne disparaît pas, elle revenait à chaque fois, et ça correspond au fait qu'en coupant les têtes, ben, il y en avait une autre qui réapparaissait. Autrement dit, l'ego, si vous ne faites pas attention, l'ego, si vous travaillez sur sa manifestation, il va revenir sur une autre manifestation, puisque quelque part, l'ego, c'est une sorte de faux besoin. Il y a des gens qui considèrent que l'ego, c'est une sangsue. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est greffé sur nous, qui nous prend, encore une fois, notre énergie vitale. Et voilà, donc il y a par exemple, les Toltecs considèrent, enfin certains Toltecs plus exactement, considèrent que en fait on passe beaucoup de son temps, beaucoup de son énergie. Il y a même des gens qui vont avancer le chiffre de 90% de notre temps au service de l'ego. Donc je vous laisse réfléchir sur vous, sur les gens que vous connaissez. Évidemment, c'est un chiffre qui est difficile à vérifier et peut-être encore plus difficile à accepter, mais je crois qu'il y a quand même du vrai là-dedans. Si on faisait vraiment attention à pourquoi on se bat, pourquoi on travaille, pourquoi on agit, pourquoi on communique, il y a quand même beaucoup il y a beaucoup de ça. Et du coup, évidemment, ça nous amène à un autre type de monstre qui est tout simplement le vampire. Le vampire, vous savez ce que c'est? En fait, c'est à la fois comment dire, un animal, un mammifère un peu spécial, puisqu'il a des ailes, en même temps il vit à l'envers, en même temps il est aveugle, il se repère avec les sons, et c'est un prédateur, bien entendu, mais en même temps il débarrasse aussi peut-être la nature d'un certain nombre d'animaux plus ou moins en bon état. Peut-être qu'il contribue à l'équilibre des choses, mais dans l'imaginaire collectif, le vampire, c'est un être humain, et c'est ça qui est intéressant. En tout cas, c'est un animal qui se fait passer pour un être humain, ou c'est un espèce d'hybride entre l'homme et l'animal. Donc c'est quelqu'un de très sympathique, de très séduisant, de très charmeur, c'est un bon communicant. Et puis quand il vous a mis dans sa poche, quand vous êtes amoureux ou ami, en fait, quand dans l'ombre, la nuit, il ouvre sa bouche et il va planter ses crocs dans votre cou. Et à ce moment-là, il va mordre, il va attaquer et il va vous blesser, vous tuer ou vous transformer à son tour en vampire. Ce qui sous-entend aussi que l'ego est peut-être quelque chose qui se transmet. Et je trouve que ça, c'est aussi une idée intéressante à creuser. Donc du coup, on a aussi une autre forme de prédateur qui est le loup-garou. Le loup-garou, encore une fois, vous faites le lien, puisque là, on trouve aussi l'être humain qui se change en loup. Là, on trouve toujours la dualité entre le côté, j'ai envie de dire, normal, humain, naturel, animal, et puis le côté destructeur, monstrueux, hybride. Et l'intérêt du loup-garou, évidemment, c'est que là, c'est on voit tout de suite le côté agressif du loup, qui est quand même un animal qui a, pour dire les choses simplement, une réputation quand même de carnassier, de prédateur assez forte, aussi bien dans la nature que même dans le règne animal. Il y a aussi des gens, par exemple en Asie, je me suis aperçu qu'en Indonésie, les gens ont tendance à visualiser l'ego comme un tigre. Alors vous savez ce qu'on dit, on parle des fois d'un tigre réel ou imaginaire, on parle de chevaucher le tigre, donc ça on verra que c'est peut-être une solution pour essayer en tout cas de contribuer à diminuer ou à neutraliser l'ego, mais en tout cas c'est intéressant cette image du tigre parce que là on a la puissance, on a l'énergie, ça nous donne une idée de la force de l'ego. Et il ne faut pas croire que l'ego c'est juste un jouet ou quelque chose comme ça de facile, il y a une vraie énergie là-dedans, il y a une vraie force qui peut être extrêmement dangereuse et destructrice. Et puis la dernière métaphore que j'ai trouvée de l'ego, c'est dans un livre que je vous recommanderai à la fin d'ailleurs, c'est l'idée du hamster. Alors c'est plus pacifique, c'est un rongeur, mais l'idée en fait, c'est Serge Marquis qui a développé ça dans son livre, dans son roman sur l'ego, c'est l'idée en fait d'un animal qui tourne en rond sur lui-même, en fait qui tourne à vide, en fait qui dépense beaucoup d'énergie pour rien. Et je trouve ça intéressant parce que c'est une autre facette de l'ego. L'ego n'est peut-être pas toujours négatif, mais en tout cas il peut l'être, et des fois il peut paraître inoffensif. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas attaquer, parce que le hamster il peut mordre aussi quand même. Même si globalement c'est pas un animal extrêmement dangereux non plus. Voilà, donc tout ça pour dire quoi? Que l'ego n'est pas quelque chose de sain, peut-être que toutes ces images sont justes aussi. Après, encore une fois, vous vous ferez votre idée, vous choisirez peut-être la meilleure représentation que vous trouvez. Mais voilà, moi je pense que c'est un mélange, encore une fois, de monstres et en même temps quelque chose d'un peu illusoire. Donc on va travailler maintenant sur l'illusion, puisqu'il y a quelque chose de faux, entre guillemets, dans l'ego. Et la chimère, c'est ça, c'est un animal mythique et monstrueux.
Donc il y a d'abord l'idée du masque, parce que c'est souvent une représentation qu'on utilise dans Lego. D'ailleurs, si vous cherchez des images sur Lego, peut-être vous en avez cherché, souvent on trouve des masques. Hein, l'idée de cacher, de tromper, de tout ça. Et évidemment, c'est tout à fait intéressant. Et évidemment, on peut faire le lien avec, par exemple, la personnalité, puisque vous savez certainement, ou pas d'ailleurs, que la personnalité, la persona, persona c'est un mot grec qui veut dire précisément masque. Et pour aller encore plus loin, pour vous dire à quel point des fois les mots sont riches et instructifs, la persona exactement, c'est le masque que portaient comment dire, les comédiens grecs quand ils faisaient des représentations dans les théâtres, aussi bien dans les tragédies que dans les comédies. Et le masque leur servait à deux choses, et ça c'est très intéressant. La première, évidemment, c'était de permettre comment dire, aux spectateurs de les identifier à un rôle, à une personne, à une personnalité. Mais on l'oublie aussi, le masque, la persona grecque, c'est aussi un porte-voix. C'est-à-dire que ça permet de décupler en fait le message. Ça permet peut-être aussi d'amplifier ou d'exagérer quelque chose. Donc c'est intéressant, je trouve, de ce point de vue-là. Alors il y a une autre image qui est intéressante aussi par rapport à l'illusion, c'est l'image de la baudruche. C'est-à-dire l'idée que quelque part le Lego c'est un ballon. Et peut-être vous avez vu des dessins où on voit quelqu'un, un gros ballon qui gonfle, marqué Ego dessus, puis on a quelqu'un qui attend son heure pour mettre l'aiguille pour faire exploser. Et bien sûr, quand on aura fait exploser Lego, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il n'y a rien du tout. Il y a du vent. C'est vide, encore une fois. C'est une représentation. Et il y a d'autres personnes qui pensent que Lego c'est une sorte de costume en fait, c'est une sorte de... Ça va avec le masque et la personnalité, c'est le costume encore une fois auquel on s'identifie. C'est pas seulement le costume qu'on porte tel jour, telle heure, tel instant. Ça fait partie de la vie, c'est pas du tout problématique. Et pour suivre en fait la métaphore vestimentaire, il y a aussi des gens qui pensent que Lego c'est une paire de lunettes. Parce que les lunettes, ça nous fait voir les choses d'une certaine façon. Alors théoriquement, ça nous permet de voir mieux. Mais parfois, on a tous eu, par exemple, ou essayé des lunettes de soleil, et vous savez que les lunettes de soleil, elles sont parfois teintées. Elles peuvent être teintées en marron, ou en bleu, ou etc. Donc, ça nous fait voir le monde en marron, en bleu ou en vert. Autrement dit, ça va fausser notre perception des choses. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que ça correspond vraiment à l'idée de l'ego, qui va interpréter, filtrer, déformer la réalité des choses. Voilà, donc évidemment, le problème, c'est que quand moi j'ai porté des lunettes pendant un certain temps, j'en porte plus, peut-être j'en porterai à nouveau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début, quand on porte des lunettes, on est un peu gêné, puis au bout d'un moment, on les oublie. Donc on oublie qu'on voit les choses et le monde à travers des lunettes. Donc il y a aussi le côté inconscient de l'ego. Une autre représentation qui va dans le sens de l'illusion, c'est l'oignon. Alors ça, on trouve ça surtout en Inde et en Asie. C'est l'idée que l'ego, c'est un oignon et que se débarrasser de son ego, c'est enlever pelure après pelure, et que une fois qu'on arrive au milieu, qu'est-ce qu'on trouve? Rien du tout, encore une fois. C'est comme si c'était des poupées russes, mais il n'y a pas de poupée finale. À un moment donné, on tombe sur du vide. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est peut-être les enlever, pelure après pelure, strate après strate et couche après couche. Avec l'espoir peut-être d'arriver à trouver quelque chose, à trouver rien, c'est-à-dire à s'en débarrasser, entre guillemets, à s'en libérer. Chez les Toltecs, on trouve une autre représentation qui va dans le sens de l'illusion, c'est l'idée du brouillard, qu'ils appellent souvent le mitoté, c'est-à-dire l'idée que nous, les êtres humains, en fait, nous ne vivons pas dans la réalité des choses objectives et réelles, nous vivons dans un brouillard permanent. Un brouillard que nous générons nous-mêmes, en fait. Nous sommes à la fois la source de brouillard, autrement dit, c'est nous qui produisons l'écran de fumée qui est devant nos yeux, et bien sûr, nous sommes aussi prisonniers ou tributaires du brouillard que les autres produisent. Et si on est tous en train de produire du brouillard, vous imaginez qu'à un moment donné, ça va aussi contribuer à faire un brouillard collectif. Qui veut dire qu'à la fin, on sera tous d'accord pour voir le monde en bleu ou en vert ou en rouge, mais c'est juste que la couleur du brouillard est rouge ou bleue ou verte. Donc voilà, ça c'est intéressant aussi, je trouve, comme image. Et puis il y a l'image du cancer. Alors ça c'est une maladie, mais ça va un petit peu dans le sens, en fait, c'est un truc un peu hybride entre les deux, mais l'idée c'est que quelque part, comment dire, l'ego, c'est quelque chose qui va se développer à l'intérieur de nous et qui va en fait prendre de la place à l'intérieur et qui va peut-être développer des souffrances ou des difficultés ou voilà, une sorte de déstabilisation, de malaise. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, il y a toujours le côté invisible, mais ça agit quand même. Donc, pour reprendre l'image de l'électricité,
Bah, l'électricité, c'est quelque chose d'invisible, mais qui produit un résultat visible, à savoir l'électricité, à savoir le courant, et puis tout ce qui fait tourner les moteurs, et puis la lumière et tous les appareils que nous utilisons avec lui. Encore une fois, j'ai parlé du diable qui était l'image peut-être du christianisme ou de certaines religions. Et c'est vrai que le diable, en fait, quelque part, c'est un personnage vide, c'est un personnage qu'on peut assez facilement démasquer en quelque sorte. Et si on fait encore une fois la synthèse entre les deux aspects de l'ego, c'est-à-dire le côté prédateur et le côté illusoire, on arrive en fait à ce que disent en fait beaucoup d'asiatiques, c'est-à-dire en fait l'ego c'est un tigre de papier. C'est quelque chose de monstrueux, mais finalement c'est une illusion. Et donc il s'agit surtout de démasquer cette illusion. Et quand on fait tomber les masques, en fait, encore une fois, on s'aperçoit finalement qu'il n'y a rien derrière ou que finalement c'était pas grand-chose. C'est pas aussi dangereux que ça. C'est un peu comme si en fait l'ego c'était quelque chose ou quelqu'un qui fait une espèce de parade, mais finalement derrière c'est vide. Alors peut-être vous vous demandez d'où vient l'ego. Parce que ça c'est une question qu'on se pose presque tous, en tout cas tous les gens qui s'y intéressent. Moi je me suis posé cette question, d'où vient l'ego. Donc pour beaucoup de gens, en fait, je vous fais un résumé de ce que je crois avoir compris. L'ego, c'est une sorte de construction mentale. Une construction mentale. Une construction, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est élaboré dans le temps, évidemment, et mental, c'est-à-dire que quelque part, c'est une idée. C'est pas un fait réel, c'est pas une émotion, mais c'est quelque chose qui s'est fait à travers notre conscience. Donc, cette construction, elle est basée sur quoi? Elle est basée, bien sûr, sur non pas une seule chose, mais sur différents éléments qui vont s'agencer les uns avec les autres. Donc la première chose, la première base, la première pierre de l'ego, c'est la dépendance dans laquelle nous arrivons au monde. Parce que quand nous sommes fœtus, à l'intérieur du ventre de maman, bah, nous sommes totalement dépendants. Et ça va initier, ça va orienter, en fait, ça va expliquer un peu pourquoi l'ego arrive et pourquoi et comment il se développe et de quelle façon. Nous naissons et nous restons longtemps dépendants. La deuxième chose, c'est que, associé à la dépendance, nous sommes en fait en position de roi ou de reine ou d'empereur ou de dieu. Il y a des gens qui disent que le paradis c'est le fœtus et que, vous le savez très bien, au fur et à mesure qu'on grandit en autonomie, eh ben, on va perdre en fait. On va perdre de plus en plus de privilèges. C'est-à-dire qu'on est de moins en moins écouté, servi, accueilli, aidé, etc. Et donc on perd progressivement les privilèges qu'on avait quand on était fœtus, puis bébé, puis enfant, etc. Et quand on est adulte, eh ben, c'est en gros débrouille-toi quoi. Maintenant, tu es grand, tu as besoin de quelque chose, tu vas le chercher. Et du coup, évidemment, associé à la perte de ces privilèges, eh ben, à chaque fois qu'on perd quelque chose qu'on avait déjà, ça génère inévitablement une frustration. Une frustration qui est intolérable. Intolérable. Et c'est pour ça que ça va générer une réaction. En plus de ça, évidemment, on a des blessures. On a tous des blessures. On est tous des grands blessés. La blessure qu'on a universelle, évidemment, mais elles sont presque tous universelles d'ailleurs, mais elles sont plus ou moins fortes selon notre histoire. C'est la blessure de la séparation d'avec la maman, premièrement, et qui se fait en deux temps d'ailleurs. Le premier temps, bah, quand on naît, et le deuxième temps, ça sera peut-être avec le langage, quand l'enfant se prend conscience qu'il est distinct de sa mère et de son entourage et de sa famille. Donc ça, c'est en général ce qu'on appelle le stade du miroir, hein, dont vous avez probablement tous entendu parler. Le stade du miroir, pour faire court et simple, même si ce n'est pas vraiment une réalité, mais c'est probablement quelque chose qui a existé en filigrane de notre construction à tous, c'est qu'à un moment donné, le bébé se voit dans le miroir et fait le lien entre ce qu'il voit bouger devant lui et ce qu'il est lui, c'est-à-dire les sensations et les émotions qu'il vit de l'intérieur, il fait le lien avec l'image extérieure. On pourrait dire que peut-être que c'est à ce moment-là qu'il y a une espèce de conscience de moi qui apparaît. Sauf que pour que le moi et l'ego existent vraiment, il faut qu'il y ait des mots. Il faut qu'il y ait des mots pour les cristalliser. Et j'ai découvert par exemple cette chose tout à fait incroyable. Vous avez certainement remarqué qu'en Asie, les gens ont entre guillemets moins d'ego que les Occidentaux. Il y a beaucoup de voyageurs qui se posent la question, ben, pourquoi c'est comme ça? Et donc moi j'ai voyagé en Asie comme vous, et puis j'ai des amis asiatiques, et je les ai interrogés, et j'ai trouvé la réponse en fait. Et la réponse, c'est le langage. J'ai une amie qui est psychologue et vietnamienne, je lui ai posé la question, on a discuté pendant une soirée là-dessus, ou presque, et elle m'a expliqué en fait qu'en vietnamien, les mots moi et je n'existent pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire moi, on ne peut pas dire je. Donc on ne peut pas penser moi, et encore moins moi-je. Alors vous allez me dire, mais alors comment ils font pour dire je voudrais du pain par exemple? Eh bien on va dire par exemple, client,
demande à boulanger du pain, ou enfant demande à papa du pain, ou l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on s'exprime en termes de relation. Mais il n'y a pas moi. Il n'y a pas moi, sous-entendu, il n'y a pas moi distinct, coupé, séparé des autres. C'est intéressant, je trouve, comme élément d'explication. Évidemment, donc, l'ego, il va contribuer, en fait, et il est activé, il est développé au fur et à mesure qu'on construit son identité. C'est-à-dire l'idée que je suis distinct, unique et séparé des autres. Et puis, bien sûr, ce qui va avec ça, ce qui va enrichir, nourrir l'ego, c'est tous les mimétismes, toutes les identifications auxquelles on est, j'ai envie de dire, sollicité en fait par notre histoire, par tous les gens qu'on rencontre. On va s'identifier en fait plus ou moins partiellement. Je crois que c'est presque impossible de s'identifier complètement à quelqu'un, mais on peut s'identifier un peu à papa, beaucoup à maman, un petit peu à la grand-mère, un peu à la grande sœur, et tac, tac, tac. Et toute notre vie, finalement, c'est une sorte de patchwork, ou pour d'autres, une sorte de, je sais pas, comment dire, de kaléidoscope, même si le kaléidoscope c'est un peu trop mouvementé. Mais l'idée, c'est qu'en fait, on construit sa personnalité de briques et de brocs. Et on observe, on recopie, et on finit par s'identifier à l'autre, certains autres. Et c'est encore une fois, c'est au moment où on intègre ça que ça commence à devenir de l'ego. Évidemment, tout ça se fait avec et sous l'approbation et le regard des autres. Évidemment, parce que le bébé, il ne sait pas qui il est. L'enfant, il ne sait pas qui il est. Et même l'adolescent, il ne sait pas vraiment qui il est. Et même en tant qu'adulte, est-ce qu'on sait vraiment qui on est? Honnêtement, je ne suis pas sûr que ça soit si simple que ça. Par conséquent, on a besoin, quelque part, d'une certaine façon, on a toujours besoin du regard des autres. Et c'est les autres d'ailleurs qui nous disent, bah toi t'es comme ça, tu fais ci, t'as besoin de ça, t'es sympa ou t'es pas sympa, ou t'es intelligent, ou t'es doué en maths, ou tu réussiras dans la vie, ou t'es bon à rien, ou je ne sais quoi. Et encore une fois, c'est pas seulement ce jugement-là, c'est le fait de s'identifier à tel ou tel jugement qui va sédimenter, structurer, développer, gonfler l'ego. Et puis bien sûr, comme on a besoin d'amour, on a besoin d'approbation, on a besoin d'être intégré par les autres, et bien évidemment ça va développer des peurs, la peur du rejet, la peur de la critique, la peur du jugement. Donc l'ego va se mettre en place à partir de ça, à partir de tout ça. C'est une espèce de quête absolue et improbable de l'amour absolu et inconditionnel dont on bénéficiait au départ, et qu'on a perdu, et qu'on ne retrouvera jamais. L'ego, il a cette fonction-là. Et là maintenant vous comprenez le côté défensif et réactif. Et du coup, j'ai envie de dire, ce qui apparaît, en fait, la dernière, on pourrait dire, ou l'avant-dernière pierre de l'ego, c'est la volonté de paraître. J'allais dire même la volonté de paraître parfait, pour éviter justement les critiques, les jugements, les rejets, les blessures, parce que ça fait mal, et que toutes les blessures que nous avons vécues ont laissé des traces, des cicatrices, et que pour rien au monde, on est prêt à accepter de souffrir à nouveau. Donc on va cacher, protéger, masquer nos blessures. Et l'ego, ça sert à ça. Donc c'est pas, évidemment, ça n'est jamais complètement inutile. Même si on verra peut-être qu'à un moment donné, c'est un peu comme une armure. J'aurais pu rajouter ça d'ailleurs dans la liste des images de l'ego. L'armure du chevalier qui le protège, mais peut-être qu'à un moment donné, on peut enlever notre armure. On n'est pas obligé de dormir avec elle, par exemple. On n'est pas obligé de passer toute sa vie enfermé dans son armure. Alors du coup, ça nous amène évidemment à la question de savoir si l'ego est ami ou ennemi. Bon, moi vous avez compris que mon positionnement, c'est de dire que c'est plutôt un faux ami. Maintenant, vous n'êtes pas encore une fois obligé d'adhérer à ça, mais si vous prenez le temps de regarder tous les effets de l'ego, c'est facile de démontrer qu'il y a quand même plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Donc, l'ego, par exemple, c'est à la fois un effet et un signe. J'ai hésité longuement dans quelle catégorie indiquer ça, mais en fait, quand on est dans l'ego, on n'est pas fluide. Il y a quelque chose de comment dire, de fabriqué, il y a quelque chose d'artificiel, encore une fois, dans l'ego. Moi, ce qui m'aide à repérer mon ego, c'est quand je sens qu'il y a quelque chose, il y a une tension anormale, une volonté de crispation, vous voyez, quelque chose qui n'est plus du tout normal, qui n'est plus fluide. Quand on est dans la fluidité, on n'est pas dans l'ego. Quand on n'est pas fluide, peut-être qu'on l'est. Donc ça, c'est un premier critère et un premier effet. Du coup, ça va évidemment avec le manque de spontanéité. Le bébé, il est spontané, et plus il grandit, en devenant enfant puis adolescent, il est de moins en moins. Et on finit, en étant adulte, on est de plus en plus contrôlé. C'est-à-dire qu'on apprend à mentir, à tricher, à cacher, à faire semblant, à être hypocrite.
Eh ben, évidemment, tous ces effets-là sont des effets de l'ego. Donc, évidemment, l'ego, ça a un autre effet dangereux, c'est que ça consomme beaucoup d'énergie, comme je l'ai dit depuis le début. Quand on est dans l'ego, l'ego, il est jamais sûr il est jamais tranquille en fait, parce on peut toujours perdre, on peut toujours être rejeté, critiqué, jugé et démasqué. Puisqu'on a un masque, l'ego, il travaille aussi pour sa propre survie. Donc, il a toujours peur d'être démasqué. Donc, il est jamais tranquille en fait. Et du coup, ça empêche d'être dans un état de légèreté, voilà, de quelque chose de light, de joyeux, de tout ça. Et du coup, on se repose jamais. Tant qu'on est dans l'ego, on est tendu. Et du coup, bah, tout ça, ça va évidemment ensemble, ça forme un espèce de continuum. Et bien sûr, le dernier élément dont j'ai déjà parlé, mais ça revient encore sous une autre forme, c'est l'amour. Je crois qu'on ne peut pas être à la fois dans l'ego et dans l'amour. C'est juste impossible. On peut être un coup l'un, un coup l'autre, plus ou moins dans l'un, plus ou moins dans l'autre, mais voilà, quand on est dans l'amour, quand on est en amour, on n'est pas dans l'ego. Et inversement, quand on est dans l'ego, on n'est pas dans l'amour. Quand on cherche à protéger son image, on n'est pas en relation avec l'autre, on n'est pas dans une relation d'amour avec l'autre. Et l'amour, c'est l'autre, évidemment, même s'il y a aussi l'amour de soi. Alors, quels sont les comportements de l'ego? C'est-à-dire ce qu'on peut observer maintenant comme manifestation visible et concrète. Donc, il y en a toute une série, je ne suis pas sûr d'avoir le temps de les dérouler tous, mais en tout cas, on peut déjà en observer un certain nombre. Le premier, c'est ce qu'on appelle les affects négatifs. Les affects, c'est quoi? C'est des émotions et des sentiments. Donc, il y a toutes les émotions négatives, ou presque, qui sont, en tout cas, sinon créées par l'ego, du moins amplifiées, développées, installées, instaurées par justement cet ego qui, lui, va se nourrir de nos émotions négatives et aussi de nos sentiments négatifs. Même si en général, même si aujourd'hui, pardon, moi j'ai plutôt tendance à penser que, en vérité, il n'y a qu'un seul sentiment négatif, c'est la haine. Et il n'y a qu'un seul sentiment tout court, c'est l'amour. Et la haine, c'est juste de l'amour impossible. C'est de l'amour contrarié, de l'amour frustré, de l'amour bloqué. Donc, un des comportements, une des manifestations les plus simples de l'ego, c'est l'insatisfaction chronique. Attention, pas l'insatisfaction. Si vous êtes insatisfait, ben, ça arrive à tout le monde, c'est la vie, on n'est pas toujours satisfait. Ça serait illusoire de dire ça, mais les gens qui sont toujours insatisfaits, quoi qu'on fasse, quoi qu'on leur apporte, quoi qu'on leur donne, quoi qu'on leur dise, ça veut dire que de toute façon, ça ne suffira jamais, parce que quelque part, l'ego n'est jamais content. L'ego n'est jamais capable d'accepter et d'apprécier les choses. Forcément, puisque ce qu'il vit, c'est illusoire, c'est une utopie, c'est une illusion. Être aimé inconditionnellement par tout le monde, tout le temps et tout de suite, c'est juste délirant en fait. Et c'est ça l'ego aussi. Donc, ça va générer des relations toxiques. Les relations toxiques, c'est quoi? C'est par exemple le fait de passer beaucoup de temps, et quel temps? C'est incroyable le temps qu'on perd en explication et en justification. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Si on vous le demande, pourquoi pas? Mais si on vous le demande pas, ça sert à quoi? La plupart du temps, à rien du tout. Et quand même, on passe beaucoup de temps, surtout en Occident, à se justifier, à chercher à montrer qu'on avait des bonnes raisons, et de faire ci, de ne pas faire ça, et pourquoi on a pris telle décision. Et qu'est-ce que ça apporte aux autres, en fait? La plupart du temps, rien du tout. Vous êtes en retard à un rendez-vous, ça ne sert à rien de raconter votre vie, il y a juste à vous excuser, si éventuellement, puis à essayer de faire gagner du temps aux personnes avec lesquelles vous êtes. Une autre caractéristique et une autre manifestation de l'ego, c'est ce que j'appelle le dogmatisme et le sectarisme. C'est-à-dire l'idée d'être, non pas d'avoir des idées, vous avez le droit d'avoir toutes les idées du monde que vous voulez, pourquoi pas même des idées extrêmes, mais c'est la façon dont vous êtes accroché à ces idées. Et ça donne le dogmatisme, c'est-à-dire c'est comme ça et pas autrement. Et c'est moi qui détiens la vérité et tu as tort et j'ai raison. Et évidemment, l'extrême de ça, c'est le sectarisme. C'est-à-dire des gens qui sont dans leur bulle, dans leur monde, qui sont persuadés d'avoir raison contre le monde entier et qui vont essayer d'influencer, voire de manipuler, voire d'imposer aux autres leur idéologie. Et qui sont incapables de reconnaître qu'il y a autre chose. Il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro là. Donc une autre manifestation de l'ego, c'est évidemment toutes les formes de racisme et de sexisme, tout ce qui, la plupart du temps, qui finit en isme, c'est-à-dire de considérer que mon groupe ethnique est supérieur aux autres, ce qui est évidemment complètement délirant, ce qui est une manifestation directe de l'ego, mais là c'est beaucoup plus subtil parce que comment dire, ça se manifeste à travers une relation collective. Donc c'est pas moi, c'est nous.
Et le sexisme, c'est quoi? C'est de considérer que l'autre sexe, en général féminin, est inférieur au nôtre. En général, les hommes. Mais ça peut fonctionner dans le sens inverse. C'est évidemment totalement absurde. Toute tendance, toute manifestation, toute recherche de supériorité est complètement délirante. Personne n'est supérieur à personne. Il se peut qu'à un moment donné, quelqu'un fasse mieux qu'une autre, que tel sportif ait gagné la médaille d'or ce jour-là à Tokyo. Ok, ça c'est possible, mais de là en faire une supériorité, c'est complètement délirant. C'est l'ego qui va changer ça. Évidemment, la recherche du pouvoir, la domination, c'est une manifestation directe de l'ego. C'est une façon de transformer les autres en objets. Donc voilà, il n'y a pas 36 solutions. Et honnêtement, on peut tous avoir à un moment donné ou un autre l'envie, même consciente ou inconsciente, de dominer, d'imposer nos avis, nos envies aux autres. C'est très facile en fait. Et puis il y a aussi bien sûr la manipulation et la culpabilisation, que c'est d'ailleurs la même chose. En fait, la culpabilisation, c'est une manière extrêmement efficace de manipuler les autres pour obtenir ce qu'on veut de façon déguisée, détournée, mensongère, indirecte. Ça, c'est quand on ne peut pas imposer, quand on ne veut pas se confronter aux autres. On passe entre guillemets par en dessous. Voilà, c'est une autre façon d'obtenir les choses. Et puis on peut aussi utiliser l'ego de façon, j'ai envie de dire, un peu plus politiquement correcte, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'influence. Et l'influence, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de grignoter, de pousser, de tirer, voilà, de chercher à faire changer les autres pour tout simplement obtenir ce qu'on veut obtenir d'eux de façon plus j'ai envie de dire plus acceptable, mais par le grignotage, c'est-à-dire on demande, et puis on redemande, et puis on redemande, et puis à la fin, ça finit par faire beaucoup. Et puis il y a une autre façon aussi de manifester son ego, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'ironie, de la moquerie, de l'humiliation, dont on sait qu'elle comporte en fait de l'agressivité. Donc tout ça, c'est des relations toxiques, des relations basées sur l'ego. Donc à chaque fois que vous avez ça en face de vous, demandez-vous si vous n'êtes pas en présence de quelqu'un qui est dominé par son ego. Après, évidemment, il y a des comportements qui sont encore plus destructeurs que ça, plus concrètement destructeurs. Par exemple, j'en ai parlé, il y a le mensonge. Le mensonge, c'est quasiment toujours, pas toujours, mais presque toujours une manifestation de l'ego. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mensonges qui sont, j'ai envie de dire, justifiés et justifiables. La plupart du temps, le mensonge, c'est une manière de cacher, de tricher, de manipuler aussi. C'est un des éléments de la manipulation. L'intérêt dans le sens d'être intéressé, avoir une vision intéressée, faire les choses en vue d'obtenir. Et ça, bien sûr, ça va avoir d'autres conséquences, parce que tout est lié, bien sûr. Là, je les énonce en liste, mais il y en a beaucoup d'autres. Et ils sont tous plus ou moins corrélés. La délinquance, c'est une manifestation de l'ego. Qu'est-ce que c'est qu'un délinquant? Alors, je ne parle pas dans l'absolu, parce qu'on peut être, à une certaine époque, quand les résistants étaient considérés par les nazis comme des délinquants, on est d'accord, mais globalement, quelqu'un qui ne respecte pas les lois, qui ne respecte pas les autres, c'est une manifestation de l'ego. D'ailleurs, le manque de respect, c'est une manifestation de l'ego, d'une manière générale. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'agressivité et de la violence, qui sont des comportements concrets, destructeurs, dangereux, et qui ne s'expliquent que par l'ego, et qui ne correspondent pas, en fait, à la prise en compte de l'autre, au respect de l'autre. De la même façon que le sabotage du travail, d'une relation, voilà, ou la destruction purement et simplement des choses, des liens, ce sont des manifestations de l'ego. Et puis j'ai parlé tout à l'heure de comportements défensifs, vous en connaissez beaucoup. Je ne vais pas forcément tous les énoncer parce qu'on pourrait y passer la vie entière, mais par exemple le jugement et l'auto-jugement, le jugement qu'on porte à soi-même, sont des manifestations de l'ego. Et d'ailleurs pour les Toltecs, si vous avez lu les 4 accords Toltecs, vous savez que Don Miguel Ruiz parle sans arrêt en fait du juge et de la victime. Parce que c'est peut-être les deux facettes de l'ego les plus faciles à repérer dans notre discours et dans nos pensées. Je parle évidemment des jugements de valeur, des jugements négatifs. Voilà. Mais parfois, certains jugements positifs sont aussi des manipulations. Donc attention à ça. Et puis, d'une manière générale, toute forme de critique, de médisance, de calomnie, de diffamation est une manifestation concrète de l'ego. Voilà, c'est tout. L'opposition systématique, vous avez tous connu, rencontré, écouté des gens qui ne sont jamais d'accord avec rien. Il y a des gens, voilà, moi j'ai animé une formation la semaine dernière, il y avait quelqu'un qui, à chaque fois qu'il pouvait, essayait de critiquer, de contester, de trouver la faille, de trouver la petite bête. Bon, c'est l'ego, ça ne me dérange plus aujourd'hui, c'est comme ça.
Il y a des gens comme ça, ils peuvent pas s'empêcher de faire ça. Quelque part, ils sont pas libres. Tout à l'heure, j'ai parlé des justifications, des explications. C'est sûr que si à chaque fois que quelqu'un vous fait une remarque, vous vous justifiez, vous cherchez à montrer que finalement c'est pas de votre faute, ok, ben, c'est l'ego. Point à la ligne. Donc j'ai parlé du dogmatisme, je ne vais pas revenir dessus, j'ai parlé du racisme, et tout ça, ce sont pas seulement des pensées, ce sont aussi parfois des actes, ce sont aussi des comportements et des attitudes. Alors, il y a des comportements infantiles aussi. Ça, c'est une autre catégorie de comportements et d'attitudes. Il y a par exemple le fait de ce qu'on appelle l'importance personnelle. Le fait de chercher à être important, ou plus exactement, à paraître important. C'est-à-dire à vouloir paraître important aux yeux des autres, dans la tête des autres. Et vous voyez bien qu'il y a quelque chose d'un peu délirant, parce que d'abord, on n'est pas les autres, on n'est pas à leur place, et puis ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, et quelque part, on ne pourra jamais dominer, diriger le regard que les autres portent sur nous. Donc chercher à vouloir être important, c'est aussi une façon de se rendre esclave du regard des autres. Mais bizarrement, ce que j'ai découvert, c'est que la dévalorisation et l'autocritique sont aussi des comportements de l'ego. Il y a des gens qui sont toujours en train de dire « Ah non mais moi je suis nul, j'y arriverai pas, je suis bon à rien ». Ok, mais ça c'est l'ego. Voilà. L'amour c'est l'acceptation. L'ego c'est la dévalorisation ou la survalorisation. L'un et l'autre, les deux extrêmes. Les gens qui cherchent à avoir raison, qu'est-ce que c'est insupportable, qu'est-ce que c'est fatigant. Moi j'étais comme ça en fait, quand j'étais jeune, je cherchais à avoir raison, je croyais avoir raison. Sous-entendu, je pensais que j'étais plus intelligent que les autres. Puis j'ai compris que personne n'était plus intelligent que personne, que la vie c'est compliqué, que chacun voit midi à sa porte, et que parfois, bah, même si on ne comprend pas, les autres ils peuvent avoir des raisons de regarder les choses autrement que nous. J'espère que vous n'êtes plus là-dedans, parce que qu'est-ce que ça consomme comme énergie? Tout à l'heure, j'ai parlé aussi de la victimisation. Il y a des gens qui sont sans arrêt en train de se plaindre, d'essayer de nous apitoyer, de raconter que voilà, les gens sont méchants avec eux et que tout le monde leur en veut, leur patron les exploite, leur conjoint les tabasse. Ok, mais c'est quand même étrange, quoi. Évidemment qu'il y a des patrons exploiteurs, évidemment qu'il y a des gens, des conjoints agressifs et dominateurs et pervers et tout ce qu'on voudra, mais quand même, si la personne elle est tout le temps dans des relations comme ça, qu'est-ce qu'elle fait avec ces gens-là? Il faut quand même se poser la question. Et si c'est nous, pourquoi on accepte ça? Pourquoi ça perdure autant de temps? Est-ce qu'on n'est pas complice à un moment donné? Il y a un livre qui est sorti sur ce thème que je trouve intéressant qui s'appelle Le pervers narcissique et son complice. Voilà. Et non pas sa victime. Ça veut dire que quelque part, on est toujours un peu complice, non pas des choses qui nous arrivent, mais des choses qu'on laisse perdurer dans notre vie. Peut-être ça nous arrange. La recherche d'approbation, quelque part, c'est aussi, même si c'est moins dangereux, même si c'est moins destructeur, mais quelque part, c'est infantile. C'est bien ce que je fais, c'est bien, t'as vu, hein. Ok, c'est infantile, quelque part. Également, la survalorisation. Le fait de vouloir prouver à tout le monde que je suis le meilleur, je suis plus grand, je suis plus fort, j'ai fait mieux, j'ai fait ci. C'est fatigant, quoi. C'est fatigant pour les autres, c'est fatigant pour la personne, ça n'apporte rien en vérité. Coquille vide, baudruche. Et puis il y a des gens qui vivent sans arrêt dans des illusions, dans des rêves, qui se font des illusions sur eux-mêmes. Parce que les rêves en eux-mêmes, c'est pas forcément négatif. Le fait de rêver, ça fait partie de l'être humain. Mais il y a des rêves qui sont complètement délirants. Donc ça, attention, parce que des fois, l'ego nous fait complètement, nous déconnecte de la réalité, et en commençant par notre propre réalité personnelle. Les caprices, évidemment, si vous avez des enfants, si vous en avez eu, vous savez que les enfants, ils font des caprices. Bon, c'est normal, ce sont des enfants. Mais nous aussi, en tant qu'adultes, des fois, on est capricieux. En tant que client, on est capricieux, on n'est pas content. Mais en tant que patron, en tant que conjoint, des fois, on a des caprices. En tant que parents aussi, on peut avoir des caprices vis-à-vis de nos enfants. On veut à tout prix que ça soit fait comme ça, et tout de suite, et maintenant, et de cette façon-là. Sans tenir compte de la réalité et des choses. Et puis il y a aussi parfois un comportement étrange que j'ai découvert il y a quelques années, c'est l'imitation passive. C'est-à-dire le fait de se mouler en fait, dans un moule, dans un rôle, dans un costume qui n'est pas le nôtre. Et de faire semblant et de recopier bêtement, j'ai envie de dire, pour se cacher, pour ne pas se poser de questions et pour pouvoir continuer à fonctionner, pour attirer en fait l'approbation, le regard, l'apitoiement des autres, peu importe. Ça c'est une autre facette de l'ego qui est plus difficile à reconnaître. Et puis bien sûr, l'ego, il est incohérent. Aujourd'hui et hier, j'animais un plus sur la formation des managers.
Et en fait, il y avait une personne qui n'arrêtait pas en fait de s'étonner que bah, comment on peut manager des gens qui un jour disent A et le lendemain ils disent B. Ils disent une chose et puis après ils veulent le contraire. Ils veulent pas prendre un poste, puis une fois qu'on leur a donné à quelqu'un d'autre, ils vont se plaindre que pourquoi on ne me l'a pas donné à moi. L'ego, il est complètement incohérent. Il n'y a aucune cohérence, puisque par définition, c'est une énergie instable, c'est une énergie factice, c'est une énergie infantile quelque part. Donc voilà, c'est intéressant de réfléchir à toutes ces facettes. Encore une fois, il y en a beaucoup d'autres. Donc je vais accélérer un tout petit peu parce que je vais pas faire comment dire, la liste, encore une fois, exhaustive de tous les comportements possibles de l'ego, mais l'ego, en gros, c'est le refus de la réalité des choses et du bon sens, et ça génère évidemment un refus, comment dire, une attitude négative par rapport à ce qui est, par rapport à ce qui doit être, par rapport à ce qui se fait, et ça va nous mettre, en fait, quand c'est notre ego, ça va nous mettre, en fait, en porte-à-faux par rapport aux choses et aux gens. Et ça va nous inciter en fait à fuir la réalité des choses, à fuir nos responsabilités, à fuir le présent. Donc ça nous met, encore une fois, ça nous déconnecte des choses et ça nous met dans une situation instable, déséquilibrante et désagréable. Et ça nous pousse à jouer à cache-cache finalement. Finalement. Alors, ce qui est intéressant peut-être pour vous aussi, c'est toutes les conséquences qui peuvent arriver au niveau de la communication. Moi, je crois que plus on a de l'ego et moins bien on communique, puisque l'ego, c'est un parasite qui va sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt interférer. Donc ça va générer en fait des mécanismes d'interprétation, de déformation, etc. Si vous avez lu par exemple les accords Toltec, vous savez qu'il y a un accord Toltec qui dit ne prenez jamais les choses de façon personnelle. Mais comment on peut faire ça si on est dominé par son ego? C'est juste impossible. C'est l'ego qui nous pousse à prendre les choses de façon personnelle, qui nous pousse à croire qu'on est le centre du monde, que les gens nous en veulent, qui nous critiquent, etc. C'est l'ego qui génère les conflits. C'est l'ego qui ne veut pas reconnaître, qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas négocier, qui ne veut pas accepter. Donc, pour bien communiquer, il faut avoir le moins d'ego possible. C'est tout. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que l'ego va s'accrocher sur nos besoins, un peu comme un parasite va s'accrocher à un animal ou à une personne saine, et il va les détourner. Donc par exemple, il y a des gens qui ont besoin de se raconter, qui ont besoin de raconter leur vie en long, en large, en travers. Et bien, se raconter, c'est un besoin normal, notamment chez un enfant, mais quand même, si à 50 ans, 60 ans, même 40 ans, même 30 ans, on est sans arrêt en train d'avoir besoin de se raconter, de se raconter, de se raconter, il faut se poser des questions quand même. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui tourne à vide, encore une fois? Est-ce qu'il n'y a pas un faux besoin, comme une drogue, qui cherche toujours à se satisfaire sans jamais produire de véritable satisfaction? Donc la dépendance de l'autre, c'est évidemment une manifestation de l'ego. C'est la croyance que je ne peux pas exister sans l'autre, c'est-à-dire sans le regard de l'autre, c'est-à-dire sans le regard positif de l'autre. C'est une croyance. Et évidemment, toutes les réactions de relations, de communication qui consistent soit à donner son avis par exemple, eh ben, c'est directement des faux besoins. On n'a pas vraiment besoin de donner son avis. C'est l'ego qui nous fait croire ça et qui veut nous faire donner un avis. Mais des fois, on ne nous demande pas notre avis. Il y a des gens aussi qui sont ce qu'on appelle codépendants. Pas dépendants, mais codépendants. Alors ça, c'est plus vicieux. Et c'est plus difficile à découvrir et à démasquer. C'est en gros, c'est pas j'ai besoin de toi, c'est j'ai besoin que tu aies besoin de moi. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de psy, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont codépendants, qui s'arrangent pour être entourés de gens dépendants. Et évidemment, ils ne sont pas forcément heureux parce que quelque part, ils ont aussi besoin que les autres soient dépendants d'eux. Ce qui veut dire qu'ils ne vont pas forcément les aider à devenir indépendants. Parce que sinon, leur château de cartes s'écroule. Donc méfiez-vous de ça. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui se croient indispensables ou qui ont envie de l'être, notamment au travail. Et bien évidemment, vous imaginez qu'à partir si vous croyez être indispensable, vous êtes manipulé, en tout cas manipulable. Parce que à partir de ça, on peut vous dire ah bah oui, tu sais, j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux travailler, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça? Bon, et puis évidemment, il y a plein d'autres facettes. Encore une fois, je vais pas ni les dérouler toutes, ni les expliciter toutes, parce qu'il y en a certainement beaucoup que j'ai pas, comment dire, découvertes, etc. Mais l'ego, il est protéiforme. Ça veut dire qu'il a un grand nombre de manifestations. Encore une fois, prenez l'image de la pieuvre avec toutes ses tentacules, ou l'image d'un soleil, et peut-être un soleil noir, avec tous ses rayons.
Ou l'idée de l'hydre avec toutes ces sources en fait qui rejaillissent au moment où on s'y attend le moins. Alors les traits de caractère de l'ego, bah, vous les connaissez en fait. Moi je vais juste rappeler, les mettre bout à bout, et j'ai envie de dire encore une fois les pièces du puzzle les unes derrière les autres, mais la première manifestation de l'ego, vous la connaissez, c'est tout simplement l'égoïsme. Qu'est-ce que c'est que l'égoïsme? C'est moi seul, moi d'abord, moi contre l'autre. Alors l'égocentrisme, c'est un peu différent. C'est le fait de ramener, de rapporter les choses par rapport à moi. C'est d'imaginer que les gens vivent autour de moi, que s'ils disent quelque chose, s'ils font quelque chose, c'est par rapport à moi, en général contre moi. Le narcissisme, c'est quoi? C'est non pas l'amour de soi. L'amour de soi, c'est une très bonne chose. J'espère que vous vous aimez et que c'est ça. Parce que si vous ne vous aimez pas, comment vous pouvez vraiment aimer les autres? Comment vous pouvez aimer tout court? Je crois que c'est juste impossible. Non, le narcissisme, c'est l'amour de l'image de soi. Pas l'amour de soi, l'amour de son image. L'amour d'une image parfaite, idéale, qui ne correspond pas à la réalité, bien sûr. Le narcissisme, c'est dangereux, c'est destructeur. D'ailleurs, on parle de pervers narcissique. Et vous savez certainement que dans la mythologie grecque, qui avait tout compris sur la psychologie, qui racontait simplement les choses à travers des histoires et des dieux et des mythes, eh bien, Narcisse, en fait, est tombé amoureux de son image. Donc il est tellement resté tombé, il est tellement tombé ébahi devant son image qu'il a vu dans le reflet d'un étang. Il s'est vu en fait en voulant boire, il a vu son image, il est tombé amoureux, il n'a pas pu se décoller, finalement il est tombé dans l'eau, finalement il est mort, donc il s'est auto-détruit. Le narcissisme c'est destructeur et autodestructeur. L'individualisme en fait c'est d'imaginer qu'on est seul au monde et qu'on est seul, entre guillemets encore une fois, un peu contre les autres, sans les autres. Comme si on était séparés, comme si on était coupés. Ce qui est une illusion évidemment. Tout à l'heure j'ai parlé de la susceptibilité, évidemment la susceptibilité c'est l'ego plus la sensibilité. Si vous êtes hypersensible comme moi, et si vous ne faites pas attention, l'ego va se greffer dessus, va détourner la sensibilité, et ça va devenir la susceptibilité. C'est-à-dire qu'un mot, un rien vous geste, vous blesse, vous déçoit, vous attriste. Et l'orgueil, c'est encore une fois la croyance absurde, idéale, que je suis supérieur aux autres. Et c'est bien sûr construit sur une souffrance, sur une blessure. C'est une compensation. La vanité ou la vantardise, c'est la même chose en plus sympa, j'ai envie de dire. Encore que, la vanité, c'est le fait de sans arrêt vouloir se valoriser. Et la vantardise, c'est la même chose dans la parole. Et puis, il y a aussi quelque part la paresse ou la passivité. C'est-à-dire l'idée que, voilà, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie d'agir, j'ai pas envie je suis pas responsable de mes désirs. Je vais donc laisser les autres travailler pour moi. Je vais plutôt choisir la facilité, le mensonge, le vol, plutôt que de bouger, d'agir, de prendre des risques. Je ne dis pas que toutes les paresses sont des formes d'ego, mais quand même, il y a un lien entre l'ego et la paresse. Et puis, bizarrement, la timidité ou la lâcheté, qui sont presque deux extrêmes d'une certaine façon, ou deux facettes de la même carte, ce sont aussi des émanations de l'ego, et je sais de quoi je parle puisque j'étais timide. Quand on est timide, en fait, on est hypersensible, on est hyper perfectionniste, et en fait, on est hyper dans l'ego. On s'imagine que, voilà, dès qu'on va faire quelque chose, les gens vont le voir, vont nous juger, vont nous rejeter, etc. La réalité, c'est que les gens, ils sont obsédés par leur propre ego, par leur propre histoire, d'abord et avant tout. Donc la timidité, c'est une construction illusoire, en fait. Et la lâcheté, c'est le manque de courage, c'est le fait, en fait, c'est lié comment dire, à l'incapacité à avoir une image positive de soi. Deuxièmement, l'incapacité à gérer ses peurs. Troisièmement, l'exagération des dangers. La mythologisation, la symbolisation à l'extrême. Donc le perfectionnisme, j'en ai déjà parlé, le perfectionnisme c'est quoi en deux mots? C'est tout simplement une exigence, ça c'est plutôt bien, encore que, mais c'est surtout une exigence irréaliste. Et là vous voyez le lien avec l'ego qui n'est pas dans la réalité. C'est ça doit être fait comme ça, je veux ça, ok mais c'est pas possible, ouais mais je le veux quand même. Ben non. Après, d'autres manifestations que vous connaissez, c'est l'avidité. L'avidité ou la cupidité de certains, peut-être certains profiteurs, prédateurs, voleurs, mais aussi des exploiteurs, peut-être des dirigeants. Ou la radinerie. La radinerie, c'est le fait qu'on a de l'argent, mais on veut pas le donner, on veut tout garder pour soi. Ou ce qu'on appelle le matérialisme, c'est-à-dire de vivre que dans l'optique d'accumuler des objets, des choses, des services et des plaisirs, encore une fois, pour soi. Et éventuellement, quand on est un peu riche, psychologiquement, pour sa famille. Tout ça, ce sont des manifestations de l'ego. Et puis tout à l'heure, j'ai parlé d'exigence à travers le perfectionnisme, et toute forme de rigidité est une manifestation de l'ego. L'ego, il ne veut rien entendre, il n'est pas souple du tout. C'est une tension. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas négociable.
Parce que, encore une fois, c'est une émanation de tout ce qu'on a vu, de toutes les blessures du passé, et qu'il n'est pas question de lâcher prise. La possessivité, c'est-à-dire l'idée de croire que les autres nous appartiennent, c'est une forme d'ego. La jalousie, c'est une forme d'ego. L'envie, c'est une forme d'ego. Donc la jalousie et l'envie, c'est un peu la même chose, c'est le frère et la sœur, mais c'est pas tout à fait pareil. L'envie, c'est j'envie ce que je n'ai pas. La jalousie, c'est je voudrais garder ce que j'ai et je voudrais pas que les autres regardent et en profitent. Mais c'est quelque part, c'est basé sur le manque de confiance en soi, le manque de confiance en l'autre et le manque d'amour. Après, vous avez le pessimisme. Le pessimisme, le défaitisme ou le négativisme sont évidemment des formes d'ego. Évidemment. Voir les choses en noir, systématiquement, c'est une manifestation de l'ego. Et puis vous en avez plein d'autres, donc je ne vais pas, encore une fois, je vais pas les développer, mais la tristesse, à la limite, ça peut arriver, mais quand la tristesse dure et perdure et se transforme en dépression, c'est l'ego qui entretient ça. La colère, c'est presque normal, surtout chez un enfant, voire un ado, voire un adulte, voire tout le monde, mais quand on est tout le temps colérique et quand on est en plus rancunier, c'est-à-dire qu'on va cultiver la colère toute sa vie, c'est l'ego qui fait ça. Le manque d'intégrité, c'est le fait de dire une chose et de ne pas tenir sa parole. C'est l'ego qui trouve des prétextes pour ne pas tenir, pour ne pas respecter sa parole et ne pas respecter l'autre. L'ingratitude, c'est-à-dire le manque de reconnaissance ou la mauvaise foi, le fait de ne pas reconnaître qu'on a tort quand on a tort, encore des manifestations de l'ego. Le fait d'être superficiel, inauthentique, d'être, comment dire, hypocrite, ce sont, encore une fois, tout ça, c'est des manifestations de l'ego. Alors, du coup, vous comprenez pourquoi beaucoup de gens, beaucoup d'auteurs, beaucoup de religions et beaucoup de leaders spirituels et psychologiques disent qu'il faut se libérer de l'ego. Donc, en fait, l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est qu'on élimine tout ce qu'on a vu déjà. Toutes les manifestations, les comportements, les attitudes de l'ego, eh ben, vous pouvez vous en libérer. Donc, il y a des bénéfices à la fois sur le plan individuel et des bénéfices sur le plan collectif. Donc, sur le plan individuel, c'est pas compliqué, c'est d'abord le bien-être. Moi, je suis infiniment plus heureux aujourd'hui que quand j'étais jeune parce que j'ai moins d'ego. Du coup, je suis moins malade. Du coup, je suis plus dans la communication avec les autres, dans l'union. Et puis, du coup, bizarrement, en fait, on a une meilleure image de soi. C'est-à-dire qu'en fait, si on est moins accroché à son image, si on a moins besoin de prouver, de cacher, de faire semblant, etc., du coup, en fait, ça permet d'avoir une image de soi plus simple, plus réaliste. Et puis, du coup, ça permet aussi au plaisir de profiter davantage des choses, d'avoir plus de joie, d'être plus joyeux plus longtemps, plus souvent, et au final, tout simplement, d'être plus heureux. Tout simplement. C'est quand même ce qu'on recherche tous. Ensuite, il y a des gains relationnels, parce qu'on ne vit pas tout seul. Donc ça veut dire que si on a moins d'ego dans un couple, par exemple, dans une famille, eh ben, on va avoir plus de paix, parce qu'on aura moins de conflits. Parce que, à supposer que les conflits ne soient pas créés ou suscités par l'ego, ce qui est certain, c'est que c'est l'ego qui les amplifie et qui les fait perdurer. Donc ça permet moins d'ego, ça veut dire plus d'amour, plus d'amitié, plus profonde, voilà, plus sereine, plus tout. Et puis tout simplement plus d'écoute et plus de communication. C'est l'ego qui nous empêche d'écouter, c'est l'ego qui nous empêche d'entendre. C'est l'ego qui nous empêche d'interagir de façon fluide avec les autres. C'est l'ego qui nous incite à envoyer balader les autres pour être poli. C'est l'ego qui nous incite, encore une fois, à chercher à avoir raison, envers et contre tout. Et puis il y a des gains concrets. Les gains concrets, c'est quoi? C'est l'énergie. Qu'est-ce qu'on consomme comme énergie dans l'ego? Qu'est-ce qu'on perd comme temps quoi, dans tous les comportements que j'ai dénoncés? Encore une fois, certains Toltecs disent qu'on perd 80 à 90% de notre temps à prouver qu'on est meilleur, qu'on est indispensable, qu'on est bon, qu'on est gentil, qu'on est sympa, qu'on a raison. À travers notre travail, à travers nos responsabilités, à travers nos rôles. Qu'est-ce qu'on peut dégager comme espace si on lâchait prise là-dessus? Et puis je crois que moins on a d'ego, plus on est intelligent. Parce que quand on est dans l'ego, on est honnêtement des cons. On est vraiment stupides en fait. L'ego nous empêche d'être intelligent ou d'utiliser notre intelligence. L'ego, il est régressif en fait. C'est quelque chose voilà. Et au final, dans les entreprises, ça serait intéressant de voir le lien, mais moi je crois qu'on est infiniment plus efficace quand on a moins d'ego. On est plus efficace parce qu'on va avoir plus de résultats. On ne va pas perdre son temps, son énergie dans des faux problèmes, dans des faux besoins. Donc qu'est-ce qu'on peut gagner? Donc collectivement, tout simplement, ce qu'on peut gagner, c'est ce qu'on appelle le mieux vivre ensemble. Mieux vivre ensemble, c'est tellement important. C'est tellement en train de disparaître ou diminuer dans la société française, où il y a de plus en plus apparemment d'incivilité, de délinquance et tout ça, ou d'insécurité.
Donc il y aura plus de fraternité, bien sûr, la devise de la France, liberté, égalité, fraternité, bah, elle en a pris un petit coup dans l'aile, mais voilà, à partir du moment où on comprend qu'on est différent et que la différence est une richesse, c'est plus facile d'être fraternel, d'écouter les autres, quels qu'ils soient, quelle que soit la différence. Donc le racisme, c'est ça. Si on était moins d'ego, moins de racisme, moins de sexisme, moins de nationalisme, et plus tout simplement bah, d'égalité et de liberté. On est tous égaux, en tant qu'être humain, on est tous égaux. Et puis, ben, on est tous libres et on peut tous laisser les autres libres d'être eux-mêmes. On n'a pas à les enfermer. On n'a pas à chercher à les enfermer dans des histoires, dans des rôles, dans des faux semblants. On peut laisser les gens être eux-mêmes. Et ils n'ont pas besoin d'être comme nous, ils n'ont pas besoin de correspondre à une image, à un idéal. Et bien sûr, si on n'avait pas d'ego, s'il n'y avait plus d'ego, il n'y aurait plus aucune domination. Il n'y aurait plus d'exploitation. Parce que c'est un comportement de prédateur. Donc on peut attaquer le capitalisme, mais pour moi la racine du capitalisme négatif, c'est tout simplement l'ego. Et c'est tout. Les privilèges, les monopoles, c'est la conséquence ultime de tout ça. C'est des gens qui veulent tout garder pour eux. Dans les entreprises, dans les équipes, qu'elles soient dans les associations, dans les organisations, moins d'ego, c'est plus de cohésion, parce que c'est l'ego qui parasite en fait la cohésion et la coopération entre les gens. C'est l'ego qui interfère, qui crée des conflits, des différences, des jalousies, des rivalités, des ragots, des commérages, des conneries comme ça. Donc plus de liberté, plus de solidarité, plus de paix, plus d'entente, plus de tout ce qu'on recherche en fait dans les équipes, tout ce qu'on apprécie. Et puis bien sûr, moins de guerre, moins de délinquance, moins de choses négatives. Et au final, je l'ai déjà dit, mais c'est encore plus vrai dans les groupes importants, plus de réussite. Partout. Donc je peux vous dire, dans tous les domaines, en économie, dans la recherche, même dans la stratégie, c'est presque toujours les stratèges qui ont le moins d'ego qui gagnent. Dès qu'un guerrier, dès qu'un militaire, dès qu'un général croit avoir gagné, il a perdu. Voilà, c'est comme ça. Dès qu'une entreprise croit être le leader sur le marché, qu'elle arrête de se remettre en question, elle prend des claques dans la figure. Et vous avez tous vu des boîtes comme Nokia disparaître quasiment de la circulation du jour au lendemain parce qu'ils se croyaient les rois du pétrole. Même Apple a disparu à un moment donné, et puis IBM et plein de boîtes. Alors la question c'est comment neutraliser l'ego. Bon, la première chose à faire déjà c'est que avant de le neutraliser, on peut peut-être le limiter, c'est-à-dire l'empêcher de prendre toute la place. Et ça, c'est pas forcément le rôle d'un individu, ça peut être le rôle des institutions. Je crois que certaines institutions, peut-être même toutes les institutions, d'une certaine façon, ont aussi la fonction de limiter le rôle de l'ego. Donc, évidemment, la première institution dans laquelle on apparaît, c'est la famille. Les parents sont là pour voir comment l'ego se développe, mais pour l'empêcher de prendre toute la place. Il y a des choses qu'on peut accepter d'un enfant en fonction de son âge, mais on peut aussi lui faire comprendre qu'il n'est pas le roi. L'enfant roi, c'est la pire des choses. Ça produit des enfants égotiques ou égaux, tout ce que vous voudrez. Donc précisément, l'enfant, il doit apprendre à devenir adulte. Et pour ça, il doit apprendre qu'il n'est pas tout seul au monde, il a des frères et sœurs, et puis il y a les autres. Il y a l'autre, tout simplement. La famille prépare à ça. La famille, c'est le meilleur endroit, c'est le porte-avions pour se débarrasser de l'ego, en tout cas pour limiter sa puissance de nuisance. Et puis après, bien sûr, il y a l'école, parce que la deuxième institution que fréquentent la plupart des enfants, pour ne pas dire tous, en tout cas en Occident, c'est l'école. Et même si aujourd'hui, c'est plus vraiment au goût du jour, l'école doit et devrait avoir un rôle de diminution de l'ego. J'ai appris qu'au Japon, la seule chose que les enfants apprennent à l'école maternelle, c'est uniquement apprendre à vivre ensemble. Et bien ça, c'est le rôle de l'école. Qu'est-ce qu'on devrait peut-être s'inspirer de ça en France ou dans d'autres pays? Et puis bien sûr, la religion, même si certains n'aiment pas la religion parce qu'elle a mauvaise presse ou parce qu'elle est vue à travers une religion qui a peut-être eu un comportement négatif à une époque, mais la religion, elle a pour vocation de limiter l'ego, de passer de l'ego, de développer l'amour, parce que c'est ça le but du jeu. À travers des valeurs, à travers des rites, à travers des mythes, à travers des barrières, à travers un certain nombre de choses, à travers des repères, à travers des personnages, à travers des histoires. Et d'une certaine façon, l'entreprise aussi a un rôle un petit peu indirect, évidemment, pour limiter l'ego, parce que l'entreprise, c'est le travail. Et le travail, c'est l'autre.
On ne travaille pas pour soi, on travaille pour l'autre, on travaille pour un client, ou pour un patient, ou pour un résident, ou pour n'importe qui, ou pour un patron. Mais même quand on travaille pour un patron, c'est le représentant. Eh bien, accepter le rôle de l'autre, le besoin de l'autre, c'est aussi une façon de diminuer son ego. Moi, je crois que l'entreprise a un rôle, même si elle ne le dit pas, même si elle ne le sait pas, de contenir l'ego. Et ça, c'est intéressant. Et puis, bien sûr, il y a d'autres institutions. Bon, je ne vais pas les développer toutes parce que ça pourrait prendre une journée entière, encore une fois, mais certaines institutions ont un rôle indirect sur la canalisation de l'ego ou le recadrage de l'ego. Mais j'ai mis un point d'interrogation parce que ce n'est pas toujours le cas. Alors, évidemment, comment neutraliser l'ego? Il y a évidemment ce qu'on appelle la spiritualité, qui est un peu différente de la religion. Et l'idée, c'est que les spiritualités, vous en connaissez plein. En fait, les spiritualités, il y en a autant que de philosophies, que de groupes, que de para-religions, etc. Donc, moi, je suis évidemment tout à fait intéressé par le chamanisme toltèque, parce que je m'y suis intéressé, et puis du coup, j'ai écrit des livres là-dessus, mais peu importe la spiritualité qui est la vôtre, qu'elle soit, peu importe sa source et son inspiration. Et puis après, il y a toutes les techniques, on pourrait dire, semi-concrètes de spiritualité, c'est-à-dire toutes les techniques de méditation, de yoga, toutes les techniques, en fait, le tai chi, tout ça, le fait même si ça n'apparaît pas directement, ça nous incite à revenir au présent, ça nous permet d'être dans l'acceptation, et ça nous incite à oublier, à neutraliser, à mettre l'ego sur la pause. Et puis vous avez ce qu'on appelle l'ésotérisme, l'initiation, l'éloge. En général, quand on parle de ça, on pense à la franc-maçonnerie, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'associations initiatiques. Il y en a plein, en fait, vous en connaissez. Vous imaginez même pas combien il y en a. Il y en a des centaines. Peut pas, moi, je sais même pas combien il y en a. Elles ont tout un rôle initiatique, c'est-à-dire l'initiation, c'est quoi? Eh ben, c'est un système comment dire, de passage, de voyage de l'ego à l'amour. C'est comment neutraliser l'ego à travers, encore une fois, des rites, des mythes, un travail sur soi, à travers le service. Parce que quand on sert les autres, on met son ego de côté. Et là, vous voyez le lien avec le travail, entre guillemets. Et puis après, vous avez la psychothérapie. Donc la psychothérapie, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le travail personnel. Donc l'idée, c'est de travailler sur soi, de revenir à soi, de revenir à ses douleurs, à ses souffrances, à ses failles, à ses limites, de les accepter, de les exprimer, de les transmuter. Et comme l'ego est, comment dire, initié et amplifié par nos blessures, moins vous avez de blessures, plus vous asséchez en fait l'ego. C'est peut-être ça le travail d'Hercule, finalement. C'est pour ça qu'il y a peut-être 12 travaux, il y a peut-être 12 blessures, ou 12 facettes de l'ego. C'est une autre façon de voir les choses. C'est comme il y a 12 dieux de l'Olympe, comme il y a 12 mois, etc. Donc le travail, j'en ai parlé. Pour moi, le travail, d'ailleurs, les moines, en fait, ils ont souvent l'obligation de travailler. Hein, c'est travailler, servir, obéir. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour diminuer l'ego. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de diminuer ou de neutraliser l'ego. Il y en a plein. Vous pouvez en utiliser plein. Et vous pouvez même en utiliser plusieurs simultanément. C'est ça qui est intéressant. Et puis, bien sûr, j'ai envie de dire, surtout, et j'aurais pu le mettre dans la spiritualité aussi, comme dans la psychothérapie, mais le but, c'est de retrouver, de se recontacter l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de la vie, l'amour de tout. L'amour des plantes, l'amour des objets, l'amour des lieux. L'être humain est fait pour aimer, et donc on est déconnecté de ça. Notre amour, il est bloqué. Donc, quel est le lien entre l'ego et l'amour? Vous allez comprendre, c'est très facile en fait. Je vous ai dit, en fait, d'après certains maîtres, l'ego, c'est l'amour bloqué, l'amour empêché, l'amour frustré. Vous aimez quelqu'un, et puis à un moment donné, il y a un conflit, puis ça s'envenime, et puis vous finissez en conflit, puis vous finissez en divorce. Souvent, quand on divorce avec quelqu'un, bizarrement, on passe de l'ego, de l'amour à la haine. C'est intéressant, ça. Comment ça se fait, ça? C'est parce que l'amour, il est juste impossible, parce que ce qui s'est passé, ce que l'autre a fait ou dit, ou ce qu'on interprète, ça nous empêche de continuer à l'aimer, donc c'est une double souffrance. Mais l'amour, l'énergie de l'amour, elle n'a pas disparu, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas dire, tiens, ok, puisque c'est comme ça, j'enlève l'amour de mon cœur. Donc l'amour, qu'est-ce qu'il fait? Comme l'amour, c'est une énergie, c'est une force. Imaginez que l'amour va taper sur un mur, et comme il tape sur un mur, qu'est-ce qu'il fait? Comme une balle qu'on jette sur un mur, il part dans le sens inverse. Donc c'est ça la haine. L'amour, c'est la haine inversée. La haine, pardon, c'est l'amour à l'envers.
C'est l'amour contrarié. Et c'est ça, et l'idée c'est qu'on peut retrouver l'amour derrière la haine, puisque c'est la même source, et à la limite c'est la même énergie. Et les trois grandes manifestations de l'amour, c'est quoi? Bah, c'est ce que vous lisez peut-être en m'écoutant, c'est donner, évidemment, c'est pardonner, et c'est s'abandonner ou abandonner ses exigences délirantes sur les autres. Personne ne nous doit rien du tout. Quand vous serez capable de vivre ça, vous n'êtes plus dans l'ego. Mais c'est tellement difficile. On a toujours des exigences par rapport à l'autre, qu'on justifie de plein de façons, évidemment. Et puis le but ultime, c'est quoi? C'est de se laisser totalement être et de laisser les autres totalement être. D'ailleurs, l'amour ultime, c'est ça, c'est de laisser l'autre totalement être qui il a envie d'être, sans juger, sans critiquer, sans obliger, sans manipuler. C'est de lâcher prise. Et quand on est dans le lâcher prise, bah, du coup, on débouche sur ce que vous voyez peut-être, c'est-à-dire oser s'imposer aussi, pas imposer, mais s'imposer. Mais c'est aussi créer. Et c'est aussi rire de soi et faire rire les autres. C'est être dans l'amour et dans l'humour. Parce que entre l'amour et l'humour, il n'y a qu'une seule lettre de différence au niveau phonétique. Et l'humour, c'est une forme d'amour. C'est une forme de joie. C'est une forme de lâcher prise. C'est une forme d'abandon sur les apparences. Voilà. Donc, comment vous pouvez transformer l'ego en allié? Donc là, je vais évidemment vous donner juste quelques pistes, mais l'idée c'est de passer de la blessure à l'amour, c'est-à-dire de chercher, de trouver, d'identifier. C'est quoi d'abord la blessure qui est à l'origine de l'ego, qui m'empêche d'aimer et d'être aimé? Et deuxièmement, ben, comment je peux retrouver cette blessure et comment je peux sinon la supprimer, parce qu'on ne supprime pas des blessures, mais comment la soigner, comment en prendre soin, comment la cicatriser. Et c'est comme ça que petit à petit, on va rebasculer de l'ego vers l'amour. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui disent que la première manifestation de l'ego, la plus courante, la plus fréquente, c'est le jugement. Et il y a des psys, plus que des gens qui disent qu'on est tout le temps en train de juger. En fait, notre cerveau, il passe son temps, c'est une machine à juger. Ok, bah c'est pas grave, on peut pas supprimer tous les jugements en une seconde, mais on peut prendre conscience de nos jugements. Et se demander pourquoi je suis en train de juger cette personne. Pourquoi je suis en train de me juger à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Évidemment, derrière, il y a toujours soit une blessure, soit un besoin insatisfait. Donc, les jugements, non. Les besoins, oui. Nos besoins, nos vrais besoins, nos besoins naturels, on peut les retrouver, on peut les écouter. Et c'est parce qu'on est incapable, en fait, on n'est plus capable, plus exactement, d'être au contact de nos besoins, que ça se transforme en émotion négative, puis en jugement. Mais on peut remonter, encore une fois, à la source. Pourquoi je juge? Qu'est-ce que c'est qu'un jugement? C'est une émotion négative. Ok? Et c'est pas bon, bah, ça veut dire j'aime pas. T'es décevant, ça veut dire je suis déçu. Tu comprends rien, ça veut dire j'arrive pas à me faire comprendre. Ok? Donc le besoin, c'est d'être compris, par exemple. Et puis, bien sûr, on a tous en nous une part de négativité, c'est comme ça fait partie de notre cerveau, ça fait partie de l'être humain. Mais on peut transformer la négativité pour aller vers l'assertivité. L'assertivité, c'est quoi? C'est l'affirmation de soi, sans agresser, sans manipuler, mais aussi sans fuir et sans comment dire, se victimiser. Donc c'est tout un travail d'affirmation de soi. Et du coup, la boucle est bouclée, on passe de l'ego à l'amour. L'ego, c'est l'amour impossible, c'est l'amour incapable. Donc quand je vois l'ego des gens, je me dis, ok, ça c'est l'amour qui essaie de me faire un signe, qui n'arrive pas à sortir. Il n'arrive pas à s'exprimer de façon normale, naturelle, positive, donc il va s'exprimer de façon indirecte, négative. L'ego, c'est juste en fait un SOS, c'est aidez-moi. Si vous avez en face de vous l'ego des gens qui vous agressent, au lieu de vous sentir agressé, vous voyez que la personne souffre. La personne, elle est désespérée, elle est incapable de gérer sa souffrance. Et elle vous envoie un SOS. Voilà, donc peut-être qu'on peut apprendre à répondre, par exemple, si la personne elle vous critique, répondez-lui avec un compliment. C'est ça, passage de l'ego à l'amour. Et vous allez voir, des fois c'est bizarre. Moi je l'ai fait une fois avec quelqu'un, et en fait la personne elle est partie en sanglots, elle explosait parce qu'elle ne s'attendait évidemment pas à recevoir un compliment, elle s'attendait à recevoir une autre critique. Critique, ego. Et après c'est conflit. Mais c'est pas avec du feu qu'on éteint un incendie, c'est avec de l'eau. Peut-être que l'ego c'est du feu, peut-être que l'amour c'est de l'eau. Donc, l'ego c'est le contraire de l'amour. Je l'ai dit depuis le début, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ça, mais c'est ma vision des choses, et de la plupart de beaucoup, en tout cas de maîtres spirituels. Donc, notre conscience, elle est sans arrêt ballottée en fait entre ces deux pôles de notre personnalité, de notre être.
Et encore une fois, l'ego, il est en nous. On ne peut pas le supprimer, l'effacer, et ça serait illusoire et dangereux de faire semblant de ne pas en avoir. Non. Votre mission à vous, si vous l'acceptez, c'est de regarder votre ego. Et ce que dit Serge Marquis dans son livre, c'est que si on regarde vraiment l'ego pour ce qu'il est, on voit qu'il n'y a rien du tout. C'est une coquille vide, c'est une baudruche. Donc regarder son ego, démasquer son ego, c'est peut-être la meilleure façon, peut-être la seule façon de le dissoudre, puisque c'est une illusion. C'est un monstre de papier, un tigre de papier. C'est rien du tout en fait. C'est un tour de passe-passe. Donc, comme disait, excusez-moi, je vais trop vite, comme disait André Gide, il est bon de suivre sa pente pourvu que ce soit en montant. Donc on a tous en nous ces deux pôles de notre personnalité, l'ego et l'amour. Et ben, le but évidemment c'est d'aller plutôt vers l'amour. Et c'est la seule chose qu'on peut faire, et c'est la seule chose qu'on peut faire aux autres, qu'on peut faire avec les autres, qu'on peut inciter, influencer les autres, nos enfants, nos amis, nos collègues, nos collaborateurs, c'est de les tirer vers l'amour et de les inciter à lâcher l'ego. Et c'est tout. Et c'est peut-être l'essentiel. Et c'est peut-être ça notre mission à tous. Voilà. Bonne année. Donc, tout à l'heure, j'ai cité un livre que je trouve, pour moi, c'est le meilleur livre sur l'ego. C'est le livre de Serge Marquis, Le jour où je me suis aimé pour de vrai. C'est un roman sur l'ego. Donc, si vous aimez les romans et si vous avez envie de comprendre comment ça se manifeste, c'est une très belle histoire. Et évidemment, à travers ça, il y a tout ce que j'ai dit, et peut-être même plus de choses encore, avec une vision très, très, très humble, très humaniste de l'ego. Voilà, voilà. Donc, si vous avez des questions, des choses à proposer, des idées, voilà, je ne sais pas si vous avez encore du temps. J'ai évidemment... Alors, moi, j'ai noté des questions au fur et à mesure de ton intervention. Il y a eu, peut-on dire que l'ego est lié au carcan social? Alors oui, l'ego est lié au carcan social, évidemment, puisque l'ego se prend une forme avec tous les éléments qui sont autour de nous. C'est-à-dire notre éducation, notre culture, notre école, nos valeurs. Donc l'ego, il va utiliser comme un parasite toutes les énergies possibles et imaginables. L'ego, si vous voulez, c'est un détournement de l'énergie vitale, normale et saine, à l'encontre d'eux, au profit d'une caricature, d'une image, d'une idée et d'une illusion. Ok. On avait après le parcours professionnel, le statut social participe-t-il à la construction de l'ego? Alors oui, en tout cas, l'ego utilise tout ça, bien sûr. Alors en général, l'idée c'est que l'enfant qui arrive au monde, il ne sait pas vraiment qui il est, donc il connaît pas le monde, il connaît pas l'extérieur, il connaît pas les autres, et il se connaît pas lui-même. Donc l'enfant, il n'a pas forcément toujours confiance en lui. Ça dépend s'il a été écouté, sécurisé, choyé par ses parents, mais en tout cas, il y a toujours une espèce de peur et de vide. Donc du coup, l'ego va utiliser l'école, en particulier la réussite, les succès, mais aussi les échecs, pour cristalliser son image pour dire, voilà, moi je suis bon en maths, nul en langue, ou l'inverse. Et bien sûr, ça va être la même chose après avec le parcours professionnel. C'est-à-dire qu'on va accumuler d'un côté comme de l'autre les bons ou les mauvais points pour augmenter, pour se rassurer, pour se réassurer, pour combler le manque ou les manques qui sont les nôtres, pour essayer de boucher le trou en fait. Par exemple, si j'ai une mauvaise image de moi, je vais utiliser tous les moyens pour croire d'abord, faire croire aux autres ensuite que ah ben finalement, tu vois, hein, je suis bien, je suis quelqu'un de bien, j'ai confiance en moi. Mais au fond, non. Puisque l'ego, c'est une illusion. Et encore une fois, il n'y a rien à dire, j'ai rien à dire ni contre quoi que ce soit, ni contre les études, ni contre le travail, ni contre la réussite. C'est la façon de les détourner qui caractérise l'ego. C'est pas le fait de vouloir réussir ou de faire réussir ses enfants, c'est la façon dont vous voulez faire réussir vos enfants. C'est-à-dire que si vos enfants, ils n'ont pas le droit de rater leur bac, ben ça c'est votre ego. C'est aussi simple que ça. Si vous ne donnez pas le droit à l'erreur, de toute façon c'est l'ego. Parce que dans la vie, par définition, la vie n'est pas livrée avec un mode d'emploi, et qu'à partir du moment où vous prenez une décision, à partir du moment où vous faites un choix, il y a un risque. Il y a le risque d'erreur. Donc il faut se donner et donner aux autres le droit à l'erreur. Pas le droit à la faute, hein. Il y a une différence entre la faute et l'erreur. La faute, je sais ce qu'il faut faire et je le fais pas. Ou je sais ce qu'il faut pas faire et je le fais quand même. Non, l'erreur, c'est je sais pas ce qu'il faut faire, j'hésite, je crois bien faire, je vais dire ok A, manque de bol, je m'aperçois qu'à posteriori, j'aurais mieux fait de faire B.
Et après on dit, ah si j'avais su, j'aurais dû. Non, t'aurais pas dû, à l'époque tu savais pas. C'est l'ego qui nous fait croire qu'on aurait pu, qu'on aurait dû, que ceci, que cela. C'est pour ça que les Toltecs ont un rempart pour ça, ça s'appelle les accords Toltecs, et c'est le quatrième accord Toltec qui dit faites toujours de votre mieux. Mais en fait, il faut l'entendre dans le sens inverse aussi, c'est-à-dire vous faites déjà toujours de votre mieux, quoi que vous fassiez, quoi que les gens fassent, ils font toujours de leur mieux. Puisqu'au moment où ils font les choses, au moment où nous faisons les choses, nous faisons avec les moyens du bord, avec les informations, la conscience, l'énergie, la motivation que nous avons. Point à la ligne. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à refaire, il n'y a rien à critiquer. Il n'y a pas de si j'avais su, il y a pas de conditionnel. C'est tout. Après, on avait l'insatisfaction chronique conduit-elle au harcèlement moral? Alors je ne sais pas si l'insatisfaction chronique est la cause de ça, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que l'insatisfaction, oui, et la frustration sont une des sources du harcèlement. Le harcèlement, c'est quoi? Qu'il soit moral d'ailleurs ou sexuel, le harcèlement, c'est l'idée finalement d'utiliser les autres. C'est en fait d'avoir une relation déséquilibrée, inégalitaire. Je suis supérieur aux autres et j'ai le droit d'utiliser les autres. Bah ça vient évidemment de la TPI, la toute-puissance infantile, le fait que l'enfant, il est le centre du monde, il est Dieu, il est servi comme un roi, comme un pacha, et qu'encore une fois, on a du mal à lâcher ça. C'est Freud qui nous a expliqué ça. En fait, on croit, on fait semblant de croire et de montrer que, ok, je suis grand, je suis adulte, j'accepte la frustration. Mais c'est pas vrai du tout. D'après Freud, au fond de nous, on n'accepte jamais d'avoir perdu tous nos privilèges. Et quand quelqu'un nous en enlève un, quand quelqu'un se met sur notre place de parking, comment on réagit? Ok? Mal. Quand quelqu'un nous prend l'homme ou la femme de notre vie, est-ce qu'on dit ah, c'est génial, la vie m'offre une excellente occasion de me développer personnellement et spirituellement? Mais tu rigoles, ouais, on a envie de le démolir. Et c'est comme ça pour votre voiture qui est abîmée, pour l'amende que vous met le flic alors que vous pensez que c'est à tort parce que vous avez de bonnes raisons d'être là où vous êtes. C'est comme ça, on est tous des sales gosses au fond de nous. L'ego, c'est le sale gosse qui est en nous, qui ne demande qu'à sortir comme un diabletin de sa boîte avec le ressort pour un oui ou pour un non, dès que les choses ne tournent pas en notre faveur. Bien, bien, bien. Une dernière question. On avait un pervers narcissique dépend-il de son ego? Ah bah c'est clair, le pervers narcissique, c'est super ego. C'est le super man ou woman de l'ego. Et du coup, comment gérer un pervers narcissique? Alors bah là, il faut lire un autre livre, ça peut être une autre conférence, ça s'appelle Se libérer des relations toxiques. Mais sans vouloir faire de publicité ou de sortir avec une pirouette, je dirais que, un, on ne change pas ces gens-là. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a jamais réussi à les faire changer. Donc ça veut dire que, en fait, la seule solution, c'est souvent la fuite. Et en attendant, parce qu'on ne peut pas toujours s'en aller, si le pervers il est dans la famille, si c'est votre enfant, si c'est votre parent, etc., c'est compliqué, mais on peut se protéger. Alors comment on se protège d'un pervers narcissique? Là, j'ai pas le temps de développer toutes les stratégies que beaucoup de gens ont trouvées. Moi, je me suis encore une fois contenté d'assimiler, d'assembler les pièces du puzzle, mais il y a un truc que vous pouvez utiliser si vous êtes en relation avec ces gens-là, c'est le miroir. Donc par exemple, le pervers narcissique, il va essayer de vous imposer. Bah, vous lui dites, ça c'est domination. Non, c'est pas de la domination. Ouais, ok, n'empêche qu'il a entendu que vous savez qu'il est en train de vous imposer. Il va pas pouvoir continuer. Surtout si vous faites le miroir en public, sans vous énerver. Après, il va essayer la manipulation. Vous dites manipulation. Ouais, n'empêche que à chaque fois que vous le faites, il est conscient que vous l'avez démasqué et l'ego ne supporte pas d'être démasqué. C'est ce que dit Serge Marquis, c'est ce que dit enfin, plein de gens en fait, c'est ce que dit Neil Walsh, c'est ce que disent voilà, Krishnamurti, chacun à sa façon. L'ego, dès qu'il est démasqué, quelque part, il s'effondre ou il s'efface ou il s'enfuit. Donc il suffit, il faut avoir le pouvoir, le courage, la force de dire à l'autre ce qu'il est en train de nous faire de façon neutre, sans chercher à discuter, mais simplement manipulation, mensonge, trahison, manque d'intégrité, c'est tout. Et vous répétez ça en boucle. Et en fait, l'ego, il va reculer. Donc le manipulateur ou le pervers, bah, il va comprendre en fait qu'il n'a pas de prise sur vous. Parce que pourquoi est-ce que un auteur a fait un livre en disant le pervers narcissique est son complice? Ça veut dire que quelque part, si le pervers et il continue, c'est qu'on le laisse continuer. La première fois, ok, mais pas la deuxième, pas la dixième, pas la centième fois. Donc si vous arrêtez d'être complice de sa manipulation, de sa domination, de son ego, ça va s'arrêter. De toute façon, c'est comme les conflits. On ne peut pas être en conflit avec quelqu'un qui n'a pas envie d'être en conflit.
Si le conflit perdure, c'est que soit vous êtes obligé, soit la situation fait que vous êtes dépendant de la personne, mais c'est pas toujours le cas. Et si c'est pas le cas, c'est que quelque part, nous-mêmes, on se laisse piéger, entraîner par le conflit. Et qu'est-ce qui nous entraîne dans le conflit sinon l'ego? C'est le fait qu'on veut pas lâcher, qu'on cherche à avoir raison, que ceci et que cela. Mais la meilleure façon de couper un conflit, c'est de s'en aller. S'en aller, ça ne veut pas dire forcément bye bye, adieu ma chérie, je divorce. Ça peut être simplement je coupe court à la discussion. Ok? Tu penses que tu as raison, j'ai plus envie de discuter avec toi, on en parlera tout à l'heure, ou demain, ou la semaine prochaine. Et pour faire le lien avec la conférence que tu as faite le mois dernier sur la confiance en soi, quelles limites dans la confiance en soi pour pas après gonfler son ego? Est-ce que je suis claire dans ce que je dis? Absolument. C'est très simple. La vraie confiance en soi s'appuie sur la vraie connaissance de soi. C'est-à-dire que si vous êtes capable de dire, ok, là, dans ce domaine-là, je suis nul. Moi, par exemple, je suis nul au niveau administratif, mais vraiment nul. Je fais que des On est là pour ça. Au niveau, par exemple, qu'est-ce que je suis mauvais mais pas nul? Au niveau informatique, je suis pas bon, ok? Mais je suis pas complètement nul. Au niveau commercial, je suis pas très bon. Au niveau, par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire? Où est-ce que je suis moyen? Ça, c'est plus difficile à trouver. Et après, il y a des trucs où je suis bon. Par exemple, en coaching, je suis bon, mais je suis pas très bon. En formation, je peux être très bon. Et il y a des domaines où je suis excellent. En morphopsychologie, je suis le meilleur. Ça, c'est pas l'ego. C'est les gens Mais qui me oui, le disent. C'est la réalité. C'est mes clients qui me le disent. oui, non, mais c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, au mot que tu as utilisé quand tu disais quand on se dévalorise, c'est l'ego. Ouais. Donc, c'est de savoir la vraie vérité en fait de ce qu'on vaut. Voilà. Avoir une bonne vision de l'estime de soi et de sa confiance en soi. Et bien c'est ça, la solution est dans la question, c'est-à-dire que la réponse c'est la réalité. La réalité c'est les autres. La réalité c'est le résultat. Moi par exemple, pourquoi je dis que je suis le meilleur morphopsychologue du monde? Je dis ça en rigolant, bien sûr, j'y crois pas, mais c'est amusant, c'est anecdotique, mais ça veut dire que tout simplement, c'est mes clients qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, mais on n'a jamais vu quelqu'un, parce que moi je suis capable aujourd'hui de lire en direct la personnalité des gens. Vous imaginez? Et quand j'ai rencontré des morphopsychologues, quand j'ai fait travailler des morphopsychologues, j'en ai rencontré aucun qui osait faire ça, et encore moins en public. Non, mais c'est sûr que c'est chaud, ouais. Donc, peu importe. Mais c'est un exemple. Ça veut dire que si vous avez un talent, et moi, mon avis, c'est-à-dire ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence, ça. Si vous avez tout, Note, Marie-France, note. Tu as plein d'idées de conférences pour la semaine des métiers. je suis persuadé aujourd'hui qu'on a tous un talent et un seul talent. Ok? Le talent, c'est quoi? C'est ce que vous faites depuis toujours sans jamais l'avoir appris. Mais c'est aussi ce que vous faites de mieux et c'est aussi ce que vous faites mieux que les autres. Ok? Ben, si il y a un truc que vous faites mieux que les autres, c'est pas d'ego de dire je fais mieux ça que les autres, puisque c'est la réalité. Et que cette réalité, elle est prouvée par des résultats et par le regard des autres. Par contre, si vous en rajoutez ou si vous en enlevez, c'est l'ego qui modifie les choses. C'est l'ego qui nous empêche de regarder notre niveau réel de performance, d'efficacité, de compétence. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est très difficile parce que ça voudrait dire que pour se regarder tel qu'on est, faut se regarder sans ego. Bah, vous imaginez que c'est compliqué parce que l'ego, il est dans nos yeux. Une de nos lunettes en fait. Alors moi, j'ai fini avec les questions. Les filles, si vous en avez d'autres, vous pouvez rouvrir vos micros et allez-y. Allez-y les filles. Après, elles n'osent pas, tu vois, elles les écrivent, mais après, elles n'osent pas prendre la parole. Non, mais bon, tout a été dit dans l'ensemble, hein, donc c'était très très bien. Merci. Mm. Ah, Jessica, vas-y, vas-y. Vous expliquiez tout à l'heure d'où venait en fait, d'où vient l'ego et comment il se forme. Et c'est vrai que vous avez décrit tous les processus de la prime enfance où l'enfant va enfin, la séparation par l'accouchement, la perte des privilèges, l'arrivée du langage, enfin tout ça qui sont des étapes en fait de la construction de tout individu. Donc en gros, on est tous soumis à ce questionnement et à cette relation à l'ego. Qu'est-ce qui va faire en fait que chez certains, ça va être... enfin, oui, j'ai une partie des réponses, mais les blessures, enfin, j'ai tout entendu, mais si vous voulez, en fait, je trouve ça tellement compliqué d'admettre que
En fait, c'est dans notre construction d'avoir ce rapport à l'ego qui est compliqué. Alors, en fait, ceci dit, la question est d'autant plus intéressante qu'elle est insoluble. Merci Jessica. Mais avec plaisir. Et ça veut dire que les vraies questions, il y a des vraies questions qui n'ont jamais de réponse, ou en tout cas, on peut parler une journée entière sur des questions comme ça. Mais en gros, comme on n'a pas l'éternité devant nous, je vais donner mon embryon de réponse. C'est-à-dire que, effectivement, puisqu'on est tous, on se construit tous de la même façon, on a tous un ego. Deux, l'ego, il est plus ou moins fort. Parce qu'on n'a pas tous le même ego. Quand on parle des égos surdimensionnés de quelqu'un, ça veut dire qu'on les a vraiment identifiés. D'ailleurs, en général, on les identifie plutôt chez les autres. Parce que moi, j'ai jamais entendu quelqu'un qui dire bonjour, j'ai un ego surdimensionné, et vous? C'est plus facile à voir chez les autres que chez toi. On est d'accord? Trois, qu'est-ce qui fait que ça se développe ou pas? Bah, c'est un, les blessures. Il y a des blessures plus profondes, plus archaïques, que d'autres. Et après, bah, comment ces blessures, est-ce qu'elles sont soignées, cicatrisées ou au contraire mal soignées? Et du coup, bah, ça va puruler et ça va dégénérer. Et donc ça, là, évidemment, il y a le rôle des parents, il y a le rôle de l'environnement, les frères et sœurs, il y a le rôle de l'école, il y a le rôle de la société dans laquelle on vit. Tout ça va soit augmenter, soit diminuer l'ego. Pourquoi est-ce que les Asiatiques ont moins d'ego que nous? Parce que leur culture, leur langage, leur philosophie, leur religion, tout concourt à plutôt aller dans le sens de diminuer l'ego. C'est tout. Et nous, en fait, les Européens, on a construit une civilisation qui est plutôt basée sur l'ego. Merci Descartes. 1623, discours de la méthode, je pense, donc je suis. Cogito ergo sum. Pour Descartes et tous les gens qui sont arrivés derrière, il a voulu dégager Dieu, le christianisme et toutes ces conneries pour lui. Sauf qu'à la place, qu'est-ce qu'il a mis? L'ego. Or, pour les Asiatiques, justement, Asiatiques, pas tout le monde, mais enfin, les Indiens, etc., tous ces trucs-là, les bouddhistes, pour la plupart de ces gens-là, l'ego est une illusion. Donc, vous voyez, on n'est pas dans le même rapport aux choses. Donc, c'est plus facile pour un Asiatique d'être dans l'amour que dans l'ego, parce que de toute façon, déjà, pour eux, ça n'existe pas, c'est une illusion à la base. Alors que nous, il faut comprendre que, en fait, non, quand je dis moi-je, qu'est-ce qui parle? Moi, par exemple, j'écris des livres. Vous savez, j'écris des livres. Bon. Et dans le livre sur l'ego, j'écris à la fin une question, enfin, ou au début ou à la fin, je ne sais plus, qui a écrit ce livre? Voilà. Et bien sûr, c'est un truc à vous rendre dingue. C'est-à-dire que si vous commencez à réfléchir à ça, je vais vous rendre vraiment cinglé. Parce que est-ce que c'est moi qui ai écrit, ou est-ce que simplement je me suis contenté d'entendre des phrases qui arrivaient dans ma tête? Moi, j'ai cette impression-là. C'est pas moi qui écris, en fait. Mais si c'est pas moi, c'est qui? Tu vois, ça donne le vertige des histoires comme ça. Peut-être qu'il n'y a rien, peut-être qu'on est branché sur l'énergie cosmique et qu'on est tous des canaux, des. Voilà. Mais c'est difficile d'accepter ça. Donc, après, bah, il y a aussi, dernier élément de réponse à Jessica, c'est la volonté. Je crois qu'on a aussi notre responsabilité. C'est la conclusion que j'avais essayé de suggérer, peut-être un peu rapidement, c'est que après, c'est à nous de décider d'en rajouter une couche d'ego ou au contraire de le diminuer pour développer l'amour, quand même. Moi, j'ai décidé à 21 ans, au début, je voulais attaquer l'ego au marteau-piqueur. Je vous rassure tout de suite, je n'ai pas réussi. Mais en tout cas, j'ai pris la décision de le diminuer parce qu'il me détruisait la vie et il détruisait tout autour de moi. Je détruisais toutes mes relations avec mon ego. Et donc, j'ai pris conscience de ça. C'est tout. Et j'ai travaillé et je continue parce que c'est pas terminé. Parce qu'il est encore là, bien sûr. Et il y a des gens les grands délinquants, les criminels, les grands prédateurs sont des gens qui ont décidé de jouer, de valoriser, de développer leur ego. Et l'amour, on verra plus tard. Peut-être quand ils seront riches, peut-être un petit comité, peut-être pour leurs enfants, ou une petite portion de l'humanité. Et encore, c'est un choix qu'on fait.